Alors, hier, nous avons parcouru une très bonne partie de la surveillance, de la gestion de laboratoire, et nous poursuivons la gestion des laboratoires avant d'arriver sur les cas de figure pour vous montrer comment est-ce qu'on, voilà, le diagnostic devrait être fait. Vous devez savoir que à chaque fois qu'on est au laboratoire, on produit des déchets. Et la gestion des déchets est du ressort du laboratoire. Les déchets du laboratoire, en tout cas les déchets biomédicaux, c'est le laboratoire qui gère. Parce que le laboratoire maîtrise mieux les déchets que la PCI. La PCI peut gérer certains déchets, mais les déchets des produits hautement pathogènes, la PCI peut aider. On peut mettre la PCI dedans, mais c'est mieux que ce soit les personnes du laboratoire qui décontaminent, qui détruisent leur propre virus. Parce que la PCI n'a pas les genres d'inactivants que le laboratoire utilise. La PCI bombarde dans tout. Il tire partout. C'est fini, il spray. Or, au laboratoire, ce n'est pas comme ça que l'on détruit, c'est en suivant des procédés très, très précis. Je ne vais pas faire le... je vais juste montrer des exemples de gestion des déchets pour vous donner une idée, pour mémoire, mais ce n'est pas ça que je vais vous apprendre de toute façon. Quand on a des déchets, il faut savoir trier les déchets. Il y a un cours tout entier que je donne sur le waste management. Comment est-ce qu'on gère les déchets? C'est ainsi que je n'ai pas voulu insister sur ça. La première chose dans les déchets, il faut savoir les trier. Ça, c'est important. Et ça, vous, en tant que coordonnateur, en tant qu'épidémiologue, vous devez savoir que les déchets se trient. Les déchets biologiques, par exemple, se mettent séparément des autres déchets parce que c'est du matériel infectieux. Les déchets non infectieux se mettent d'un côté. Mais quand vous avez les déchets non infectieux, vous devez également les séparer. Parce qu'il y a des déchets chimiques. D'accord? Ils peuvent exploser, ils peuvent être toxiques, c'est différent. Vous avez des déchets non chimiques, vous avez des déchets organiques. Par exemple, les molécules, les médicaments non utilisés, les flacons de ceftriaxone, ce sont des composés organiques. Ce sont des déchets. Les dérivés des vaccins ou les vaccins où il y a des antigènes dedans, etc. C'est également des déchets. Vous devez les trier et les séparer. Sur ce schéma, j'ai mis les déchets non contaminés ou non toxiques que vous devez diviser en deux. Les déchets solides et puis les déchets liquides. Les solides peuvent aller dans les poubelles normales. Et même dans les poubelles, il y a encore, c'est dans mon cours là, même les poubelles, les couleurs ont des significations. Ce n'est pas tout qu'on met dans tous les poubelles. Si vous allez dans les hôpitaux sérieux ou dans les laboratoires où ils ont assez d'espace, vous verrez que les poubelles ont des couleurs différentes. Il y a des poubelles jaunes, il y a des blanches, des rouges, des noires, etc. Ça a des significations par rapport aux aliments. Là, on peut mettre les papiers, les déchets incinérables, les déchets biologiques et autres. Ça, c'est très important que vous sachiez juste que les déchets ne se traitent pas de la même façon. Et vous, pendant une gestion de la surveillance ou d'une épidémie, il faut juste demander comment est-ce qu'ils gèrent les déchets. Non, on prend tout, on incinère. Non, on incinère pas. Voilà. Quand les déchets sont solides, ils peuvent être mis dans une poubelle. Bon, ça c'est une partie, parce qu'après ils doivent être évacués ou éliminés. Quand c'est liquide, ça dépend. Il y a par exemple les échantillons de Covid dans les milieux de transport. C'est un déchet liquide, mais bon, ils ne sont pas dans cette catégorie. Mais ici, les déchets liquides dont il est question, c'est par exemple, vous avez pris une bouteille de lait caillé, vous avez fini. Ça reste dans un flacon. C'est un déchet liquide. Vous avez la chance, soit d'ouvrir, d'utiliser les sacs poubelles et de mettre les déchets dedans pour séparer le liquide qui peut être dans un sac poubelle qui est imperméable et le flacon devient un déchet solide, il passe dans un autre côté. Mais en général, nous, bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, vous jetez les deux. Ce qui fait que dans le tri, ça va poser problème et même dans la gestion, ça va poser problème. Parce que la personne qui va venir détruire les déchets n'aura pas le temps de fouiner, d'aller ouvrir, de regarder si c'était plein ou vide, etc. C'est ainsi que, par exemple, quand vous êtes à Paris, à Charles de Gaulle ou à Zaventem ou dans d'autres aéroports, vous allez voir qu'il y a des poubelles, il y a toujours 3. On vous indique les solides, les boîtes, les canettes ici. Papier, pain, les nourritures, là. C'est pour aider au tri. Et aussi pour détruire, parce que la destruction ne suit pas le même processus.
Normalement, comme ce sont des déchets non toxiques, ça c'est comme dans votre bureau, voilà, dans les appartements, dans les maisons, ils peuvent être éliminés dans l'évier. Mais il faut savoir ce qu'on met dans l'évier. Quand il y a des particules, c'est un peu comme à la maison, que vous éliminez dans l'évier et autres, ça bouche, et puis ça devient un problème, il faut chercher les plombiers. Donc il faudra filtrer. Actuellement, tous les éviers qu'on fait, il y a toujours un tamis, ce qui fait qu'il n'y a que l'eau qui passe, tous les produits retenus. Ça résout ces problèmes en amont. Mais les déchets biologiques, chimiques, microbiologiques et toxiques, ça c'est un schéma très généraliste. Hein. Ce n'est pas ça que j'utilise pour les gens des laboratoires. Il y a un autre schéma que j'utilise. Pour vous, ça va très bien. Vous avez les solides et puis les liquides. Les solides, vous avez éliminé dans les conteneurs des déchets à risque biologique. Les solides infectieux, c'est quoi? Une seringue qui a servi à une injection, à un prélèvement. D'accord? C'est un déchet solide, mais il va être considéré comme étant biologique parce qu'il est infectieux ou potentiellement infectieux. Il va être mis dans ce qu'on appelle la boîte à objets tranchants ou sharp container, qui se ferme, ou réceptacle qui se ferme hermétiquement et qui va être directement incinéré. L'idée, c'est d'avoir à partir de ces réceptacles la cendre, qui suppose que tout a été fondu, l'objet tranchant a été fondu totalement, etc. Mais ça signifie qu'il n'y a pas des gens qui doivent aller commencer à manipuler la cendre. Parce que si l'aiguille ne s'était pas bien fondue, elle peut piquer. Ça, c'est un cas de figure. Conteneur à déchets biologiques, incinération obligatoire. Et même l'incinération, vous allez voir qu'il y a des différences. Les déchets liquides, la première chose que vous devez savoir, et ça reste valable pour tout, quand on a des déchets biologiques, surtout quand ils sont liquides, la priorité c'est de détruire ou de réduire la charge microbienne avant même de les lancer pour la destruction à l'incinération, réduire la charge microbienne. Je vous donne un exemple simple, par exemple en bactériaux ici en bas. Quand ils ont fini avec les cultures, les boîtes de pétri qui ont des milieux de culture, ils enlèvent les milieux de culture, c'est comme la bouillie, c'est la gélose, ils mettent dans des sacs poubelles. Ils prennent ces sacs poubelles, ils autoclavent. En autoclavant, ils détruisent toutes les bactéries qui sont dedans. Mais ça reste un milieu de culture, ça reste un matériel biologique, mais qui a été détruit et inactivé, donc les microbes ont été détruits. Mais la forme est restée. Maintenant, ils vont enlever ces sacs poubelles. Ils peuvent maintenant l'amener à l'incinération. La charge microbienne a été détruite. Quand on manipule, par exemple, Ebola dans le P3 ici en bas, quand on a fini nos manipulations, dans le P3 avant de sortir, tout ce que vous aviez sur vous, vous le mettez dans l'autoclave. L'autoclave, bon, le matériel, hein, parce que les échantillons sortent par un autre circuit. Le matériel va dans l'autoclave, il est stérilisé totalement, décontaminé. Quand on a fini la décontamination, l'autoclave ne s'ouvre pas à l'intérieur du P3, mais à l'extérieur du P3. On peut aller retirer maintenant le sac poubelle avec des gants. Le matériel a été totalement décontaminé. Le virus Ebola a été totalement détruit. Mais s'il était dans des tubes, dans des échantillons, les tubes sont là. Et s'il y avait du sang, le sang sera là, il sera grillé, brûlé, mais il est là. Maintenant, on peut aller l'éliminer normalement parce qu'on a déjà détruit la charge microbienne. Ça, c'est important. Alors, ce n'est pas tous les déchets que vous pouvez contaminer à l'eau de Javel. Hein. Les déchets liquides, normalement, vous pouvez mettre de l'eau de Javel au-dessus, ça dépend. Mais quand vous avez des petits cryotubes comme ça, avec des échantillons que vous avez déjà licotés, vous n'allez pas ouvrir pour mettre l'eau de Javel. Vous les emballez comme pour Ebola, vous les mettez dans un sac poubelle, vous autoclavez. Une fois que c'est autoclavé, ça va maintenant être traité comme tel. Ensuite, maintenant, vous pouvez stocker et décontaminer. J'ai mis cette photo, c'est cet incinérateur que j'ai commandé, qui se trouve actuellement chez Dr Matata, à l'hôpital provincial. Je l'ai commandé en 2019 quand j'étais encore à Beni. C'est un incinérateur qui va jusqu'à 1200 degrés. Celui-ci, il est utilisé pour détruire les cartouches GenExpert. Parce que dans les cartouches GenExpert, il y a du cyanure. Donc on ne peut pas incinérer les GenExpert, les cartouches GenExpert ici. Jusqu'à présent, j'ai accumulé un grand lot qui va être incinéré bientôt. Et ça, ce sont les incinérateurs industriels. Je l'avais cherché en ligne, les AD500. Et puis après, quand c'est arrivé, bon,
on voulait le mettre à Beni, j'ai demandé ce qu'on mette à Goma, au moins c'est le chef-lieu, ça peut servir à beaucoup de choses. Ça va jusqu'à 1200 degrés. Ici, vous pouvez détruire les vaccins, les anticorps monoclonaux, les Ebanga, voilà, les régénérants, les viales, des ceftriaxone, des ceci, des choses comme ça. C'est ça qui peuvent être détruits par cet incinérateur. Alors, si vous êtes coordonnateur, responsable, vous devez poser la question. Vous faites le diagnostic d'Ebola avec le cartouche Jeune Expert, par exemple pour Zaïre, oui. Comment est-ce que vous détruisez les cartouches? On va vous dire qu'on ne les détruit pas, on les entasse simplement, et puis on les enferme. Quand il y a une occasion, on les transporte jusqu'à Goma. Et après, il faudra maintenant les détruire. Parce qu'on ne peut pas les détruire, il y a du cyanure, c'est très toxique. En même temps, il faudra avoir cet incinérateur. Il faudra au moins 200 litres de carburant pour qu'il s'allume. Donc, c'est compliqué. Et personne n'a 200 litres pour donner. Donc, on se bat avec Dr Matata. Si ça fonctionne, on donne 200 litres ou 100 litres, 100 litres, et on incinère une fois le mois l'ensemble des déchets. Parce que ça, c'est très énergivore, etc. Ça s'appelle la gestion rationnelle. Ici, j'ai mis ce que j'avais mis dans mon article sur la gestion de laboratoire, la façon dont on a géré les échantillons Ebola ou alors les déchets Ebola. Mais bon, c'est pas très important, mais ce sera dans le cours au cas où vous voudrez jeter un coup d'œil. J'ai expliqué les étapes, comment est-ce qu'on a géré les déchets Ebola, parce que dans l'article, il fallait expliquer étape par étape. Alors j'ai documenté, ils étaient très contents de voir, de connaître comment est-ce qu'on faisait dans les laboratoires. Voilà, c'est des petits détails. Alors, j'ai ajouté ces chapitres, ce point, pour parler du contexte particulier de l'Est et de la RDC ou de la RDC, épidémie dans un contexte particulier. C'est le cas de l'Est et de la RDC, où vous avez une épidémie dans une zone qui est en conflit, qui est en guerre. La gestion va intégrer la donnée sécuritaire ou les données sécuritaires et de survie des personnes qui travaillent. Donc, à part le fait d'être coordonnateur épidémio, labo, PCI, vous devez gérer également les forces de sécurité et vous devez inclure la composante sécuritaire. Ceux qui ont fait la riposte Ebola savent que la composante sécuritaire, qui était devenue quand même une commission de sécurité, donnait ses avis et il faisait des présentations. Aller lever les résistances, dissuader, il y avait des apparents, des non-apparents, hein, vous connaissez bien ou très bien, et ça a été très utile, etc. Parce que sinon, alors, vous allez faire tuer toute votre équipe de la riposte. Et vous, dans la gestion de l'incident de la réponse, vous devez connaître ces éléments. Savoir que, est-ce que dans cette zone, quels que soient les cas, même quand vous êtes à Kinshasa ou à Goma, vous ne pouvez pas, non, il y a épidémie de rougeole, allez là-bas, non. Coordonnateur, données sécuritaires, données épidémiologiques, données biologiques, données cliniques, démographiques, culturelles, d'accord, communication, données sécuritaires. Zone accessible, non accessible. Accessible à quelle heure? Pas à quelle heure. Facteurs des risques, dangers permanents. Qui sont les moteurs de ces dangers? Les Maïbobo, les Chege, les Kuluna, les groupes armés, etc. Maïbobo, Chege, Kuluna, il suffit que la police soit déployée, vous allez les gérer. Si c'est M23, ce ne sera pas la police qui va être déployée, ce sera l'armée. Mais est-ce qu'il faudra-t-il une confrontation ou pas? Quel type de véhicule vous envoyez? À Beni, à Butembo, des fois on utilise même des véhicules blindés pour certains cas spécifiques. Donc vous devez intégrer cette donnée. J'ai voulu la mettre, etc. Et ici c'est juste quelques images. Par exemple, j'ai voulu plus mettre en évidence celle-ci, où voilà, on quitte, c'est en mars 2019, avec le prof Mouyembe, voilà, l'hélico est parti ou a été annulé en dernière minute. On est à Rwanda, on ne sait plus prendre l'hélico pour aller à Beni, on doit faire la route. Bon, moi je fais la route chaque fois, mais je suis avec le prof Mouyembe, le docteur Kébé là et autres. Il m'a dit, Moukadi, moi je ne prendrai pas la route. On a dit, on peut prendre des directeurs. Non, moi je ne suis pas venu me faire tuer comme vous êtes habitués. Vous mourrez chaque jour et vous êtes là, moi non. Discussion, bon, on aura une escorte. Et finalement, on a convenu une escorte. Même l'escorte, il n'est pas convaincu. On trouve finalement véhicule blindé. On trouve véhicule blindé, on les met là-bas avec le prof Mouyembe. Bon, il s'apaise un peu comme c'est blindé.
Maintenant, il demande les blindés ici, c'est pourquoi? C'est pour les roquettes, les balles. Je lui ai dit en tout cas, je ne suis pas un expert en armement, mais selon ce que je vois, c'est plus les balles. Mais les roquettes, je ne sais pas, mais ça va aller. Et finalement, nous autres derrière, la peur au ventre, on met les gilets par balles, on enfile tout ça. À ma gauche, celui qui est là, c'est à ma gauche, c'est le prof Aouka. Bon, nous, on entre dans un véhicule ordinaire. Et puis, il enfile aussi ça parce que c'était une escorte de l'OMS. Et puis, voilà. C'est pas beaucoup, c'est 1h30, mais c'est 1h30 de trouille. C'est eux, finalement, qui m'ont stressé. Moi, je faisais cette route, bon, ça va. Mais le fait de les avoir, eux, les officiels, avec une escorte, ça tirait encore un peu plus d'attention. Et c'est ce qui fait que ça nous exposait un peu plus. Je n'ai pas mis la vidéo de l'attaque qu'on a subie en 2018 à Wicha, à Eringeti. Quand on nous avait attaqué par les ADF directement, on est tombé dans l'embuscade. Bon, je l'ai dans un autre cours, mais peut-être je vous montrerai la vidéo, mais bon. Âme sensible, abstenez-vous. Pardon? L'attaque a duré 2 heures. De toute façon, tu sais que tu vas mourir. À la fin, tu prends les photos, au moins tu immortalises l'événement. Docteur Zawadi. Ne t'en fais pas, tel que le monde est devenu, même en enfer, quelqu'un va faire au moins un snap. Avec Lucifer, Lucichou, on snap au moins 30 secondes, et puis après tu brûles. Le monde est devenu tellement compliqué. Tu snaps au moins 30 secondes, et puis tu brûles. Voilà, si ça existe. Heureusement qu'à l'époque d'Israël, bon, ils ont traversé la mer Rouge, bon, voilà, sans caméra. Sinon, en tout cas, je te dis, il y aurait eu des selfies incroyables. En plein milieu, mur d'eau, voilà. Voilà. Ici, j'ai donné juste un exemple des problèmes de sécurité. Là, on est sur la route des Kassindi, à Loubiria. Voilà. Et avec notre escorte, un des véhicules tombe en panne. Vous imaginez, en plein milieu là-bas, voilà, sur l'axe des ADF, les véhicules tombent en panne. Alors, quand les véhicules tombent en panne, et ici j'ai mis cette photo, ça c'est le laboratoire de Beni. Comme c'était en zone rouge, il était gardé par cette police militaire. C'était des commandos, des vrais commandos, qui étaient habitués à aller au front. Alors, quand les Maï faisaient des troubles à Beni, des fois on les appelait pour aller tuer. Et puis après, ils rentrent. J'ai dit, tu as tué, oui, docteur Abeti. Vraiment, tu as tué quelqu'un. Il a dit oui. Sinon, bon, donc l'esprit était un peu différent. Et ça nous a beaucoup aidé. Mais c'était pas toujours évident. Et ici, à Beni, il y a le pavillon militaire. Et parfois, c'est les militaires eux-mêmes qui constituent l'insécurité. Alors, pour que les militaires soient gérés, il fallait mettre la police militaire. Comme ça, là, ils ont peur d'approcher. Au début, quand il y avait des gardiens, et chaque fois, le militaire blessé du front, il vient d'abord, il ne marche pas bien, mais après, il a une arme, donc voilà, il était terroriste. Et moi, les militaires sont venus chercher un cas confirmé militaire. Et bon, les athées, ils sont entrés presque dans la zone rouge. J'ai voulu m'interposer, on m'a dit on ne s'interpose pas, ils vont te tirer dessus. Et ils sont partis comme ça. C'est à partir de ces moments qu'avec le docteur Baté, à l'époque DG de la DGLM, qu'on a pu mettre en place ces systèmes. Voilà, ici j'ai partagé quelques images, j'ai enlevé juste la vidéo. Ça c'est à Butembo. Le tout premier baptême, voilà, les gens entrent très habillés comme vous le voyez. Et voilà. C'est moi qui ai caché parce que bon voilà. Ouais. Ils étaient très habillés, voilà. Voilà. Et puis, ça c'est la vidéo de l'attaque. J'ai juste pris la capture, l'attaque de Wicha. On s'est retrouvé en plein milieu, on allait à Komanda pour ouvrir le labo de Komanda. On était avec Dr Djingari, directeur Aruna, et après Wicha et Ringeti, triangle de la mort. On s'est retrouvé dans l'embuscade, dans les combats. Et mon véhicule était le seul qui était sorti avant. Oui. Les gens qui étaient censés nous escorter dans Monusco, 2 heures après, ils m'appellent, vous êtes où? Je réponds à Beni. Il y a des gens qui sont dans les chars de combat censés nous escorter, mais bon, on en parlera. C'est pour montrer, ça c'est les images de CTE de Beni et de Butembo, incendiés par les Maï. Voilà. Maintenant, quand vous êtes coordonnateur, vous incluez la donnée sécuritaire. Et ça, c'est super important. Bon, ça, c'est le quotidien de Beni que vous connaissez. Et là, c'est juin 2019, quand voilà, on avait tué beaucoup d'ADF, on les a amenés à la mairie, la population a fêté, etc. Mais bon, voilà, c'était très impressionnant.
de voir 40 cadavres voilà, sur place comme ça. Et voilà. Alors, on va faire un exercice ensemble avec vous sur les diagnostics. C'est juste pour vous montrer. J'ai pris 4 maladies différentes pour vous faire voir comment est-ce que la réflexion doit changer quand vous êtes coordonnateur. Ça, c'est plus des gens du labo, mais vous devez être informé que dans ces cas, ce qu'ils font, c'est correct. Ça, je doute, je dois quand même vérifier. Les virus ou les bactéries ont ce qu'on appelle la cinétique, que ce soit pour les antigènes ou pour les anticorps. Alors, cette cinétique va guider votre prélèvement, votre mode de prélèvement, le type d'échantillon et la façon dont vous allez agir. La première figure que je vous mets, c'est le SARS-CoV-2, l'épidémie de Covid. Vous allez me suivre très attentivement. La courbe en bleu, ce sont les sécrétions nasopharyngées dans le nez. Et puis, en rouge, c'est l'isolement du virus dans les voies respiratoires supérieures. En rose, c'est les liquides broncho-alvéolaires. En brun, c'est les selles. Pointillé mauve, c'est les IgM. Pointillé vert, c'est les IgG. Ça, c'est pour les cas de SARS-CoV-2. On est au jour 0, au jour où vous devez commencer les symptômes. Là. Mais pour le Covid, la particularité, c'était que déjà, une semaine avant que vous ne puissiez présenter les symptômes, vous êtes contagieux. C'est ça qui a tué beaucoup de gens, parce que ici, les gens en général étaient très contagieux. Tu n'as rien, tu es comme là. Tu n'as rien du tout. Et tu ne sais même pas, donc il n'y a pas de cas suspects, rien du tout. Les sécrétions nasopharyngées, la charge virale est très élevée. Vous pouvez avoir les liquides des voies respiratoires supérieures. Et ensuite, vous pouvez également avoir les liquides broncho-alvéolaires. Broncho-alvéolaires, il faut faire une endoscopie et une bronchoscopie pour prélever, introduire une canule sous anesthésie générale. Ça va, c'est un peu compliqué, les liquides est loin. Mais dans les sécrétions nasopharyngées, c'est facile avec vos doigts dans le nez, etc. Vous pouvez avoir et dans les voies respiratoires supérieures. Très important. Là, on est au jour 0. La première semaine, vous commencez maintenant à présenter les symptômes. À la première semaine. Au moment où vous commencez à présenter les symptômes, bon, vous sentez un peu mal, vous ne savez pas c'est quoi. Les sécrétions qui peuvent aider pour le prélèvement, ce sont les sécrétions nasopharyngées. Pendant la première semaine, c'est là qu'il y a une concentration des virus. Et puis les liquides broncho-alvéolaires qui n'est pas très facile à obtenir en routine. Et dans les selles, à ce moment, la personne n'est pas aux selles ou les voies respiratoires supérieures. Maintenant, vous, en tant qu'épidémiologiste, vous cherchez ce qu'on appelle la date de début des symptômes. Il vous dit, j'ai commencé les symptômes le 1er. Aujourd'hui, on est le 5 ou le 4. Vous pensez à Covid. Quels sont les échantillons que vous allez faire prélever chez cette personne? Vous êtes là, jour 5, week 1, première semaine. Symptômes, etc. Quels sont les échantillons que vous allez recommander au prélèvement? D'accord? Donc, voilà. Maintenant, en pratique, qu'est-ce que vous allez vous demander comme échantillon? Échantillon nasopharyngé. Donc, on va faire un swab nasal parce que broncho-alvéolaire, on ne fait même pas ça à Goma. Donc, il n'y a pas de bronchoscopie à Goma. Donc, loisir, on ne fera pas. Voie respiratoire supérieure, oui, ça veut dire que vous pouvez au moins faire un échantillon, une écoution de la gorge. Ça peut quand même aller. Ça, c'est jusqu'à la première semaine. Et comme vous le voyez très vite, les échantillons de la gorge, dès la fin de la première semaine, il n'y a plus rien dans la gorge. Ça veut dire que quand tu es épidémio, voilà pourquoi au début de la Covid, on préférait plus les écouvillons nasopharyngés, même s'il y en a, c'était désagréable, mais la concentration du virus était la plus importante à ce niveau. Voilà. Jusqu'à 7 jours, vous êtes encore, et même jusqu'au 14e jour, la concentration restait un peu plus élevée.
Mais avec le temps, la cinétique du virus a évolué. Quand vous passez à la deuxième semaine, vous êtes au 10e jour et autres, vous avez un moyen simple aussi. Vous pouvez demander à la personne de vous faire prélever les selles. Mais la charge virale dans les selles n'est pas aussi importante qu'en dans les sécrétions. Ça veut dire que les sécrétions nasopharyngées restent l'outil de choix pour la détection active du virus. Et vous pouvez prendre aussi les selles. J'avais initié cette étude, mais finalement, je n'ai pas eu beaucoup d'échantillons de selles. Je crois que j'en ai eu quelques-uns seulement. Et regardez, on ne peut utiliser les échantillons de sang qu'à partir du 10e jour à peu près. Et c'est là que les IgM commencent à s'élever pour atteindre le pic seulement au 14e jour à peu près. Alors, c'est seulement à peu près au 14e jour, 16e jour que vous avez les pics des IgM. Donc, les tests rapides Covid IgM ne pouvaient être utiles que 2 semaines après que les personnes aient commencé la maladie. Ici, dans cette province, on m'avait acheté ça, on m'a donné et on m'a demandé de détecter ici. Donc, ce qui fait que tout le monde ici était négatif. Quand je leur ai dit que c'est des faux négatifs, on ne me croyait pas. Finalement, j'ai dû aller au gouvernorat et expliquer ça à son Excellence Carly. Et il a compris. Il est très intelligent. Il comprend très bien. Oui, c'est un monsieur très cultivé. Il m'a beaucoup impressionné. Ça veut dire que si vous voulez rechercher les IgG, par exemple, il faut au moins que vous soyez à 3 semaines ou au-delà pour ça. Vous voyez comment le fait de connaître juste la cinétique d'un pathogène peut guider votre décision dans les types de prélèvements à faire pour une maladie précise. Et maintenant, il en existe pour chaque maladie, pour chaque virus, etc. Il y a des gens qui ont eu le temps d'étudier, de les présenter. Et donc, vous devez ne fût-ce qu'avoir l'idée. Et c'est ça qui guide. Quand je donne le cours de virologie, je dis pourquoi est-ce qu'on prélève les sécrétions respiratoires, le sang, etc. Il y a des conditions et des critères. Ça, c'est le cours de virologie. Mais ça, c'est une belle illustration de la façon dont, quand vous êtes dans la riposte en tant que coordonnateur, en tant qu'épidémio, vous pouvez juste faire tourner les méninges. Non, apparemment, au 3e jour, au début des symptômes, tout ça, on prend les sangs. Il dit que non, je ne suis pas biologiste, mais est-ce que vous connaissez au moins la cinétique de ces virus, ceci, cela? Sinon, j'ai beaucoup de doutes. Je suggérerais que ceci, allez lire au moins, etc. Ou tu demandes à tes gens de vérifier. Ça, c'est ça l'intelligence qu'on doit avoir. J'ai mis Ebola. 2e cas. Ebola, au moins lui, il est gentil. Le virus n'est présent ou ne devient détectable qu'à partir du moment où vous commencez les symptômes. Quand vous n'avez pas encore commencé les symptômes, il n'y a pas de virémie et vous êtes calme. Ça commence là où ça commence directement. Ça, au moins, c'est gentil. Alors, avec Ebola, vous commencez avec la fièvre, les autres symptômes. Mais dans les 2 premiers jours, le virus est encore en phase d'assemblage et d'éclipse, ce qui fait que même dans le sang, il n'y a rien. Voilà pourquoi, quand vous faites votre premier prélèvement, il est négatif, vous demandez à la personne de refaire un autre prélèvement dans les 48 à 72 heures. C'est pour que si vous étiez là, là ou là, que vous puissiez bouger vers là. À partir de ces moments, vous allez détecter le virus. Mais la charge virale va augmenter pour atteindre le pic entre le 5e et le 7e jour. Donc, la personne, et ça c'était l'erreur des épidémies toujours, hein. Docteur, il est contact. Il commence la fièvre. Non, prélèvement négatif. Non, il était contact. Ils ont dormi ensemble. J'ai dit oui. Et quoi d'autre? Non, il devait être positif. J'ai dit bon, on va les faire positiver. Je te donne la pipette, tu vois. Oh non, mais comment? Bon, après, je lui pose la question, est-ce que tu connais la cinétique de l'antigène du virus? Il me demande cinétique, c'est quoi? Bon. J'ai dit, tu vois déjà que tu as des problèmes, alors va faire ton épidémie. Quand tu auras fini, tu viens au labo, on va t'enseigner. La personne, au moment où elle commence ses symptômes d'Ebola, elle n'est pas obligée d'être positive. D'accord? Elle n'est pas obligée d'être positive. Elle peut avoir 48 à 72 heures où la virémie est encore dans les organes et non pas en périphérie dans le sang. Si la virémie est dans le foie, tu n'as pas fait une ponction du foie, ou dans la rate, le virus est bel et bien là, voilà pourquoi il a des symptômes, etc. Mais il n'est pas encore passé en périphérie. À ce moment-là,
Ça ne sert à rien de prélever. Mais déjà, Ebola, seulement l'avantage que les IgM déjà apparaissent vite. C'est une des maladies où les immunoglobulines M apparaissent très vite. Avant le 10e jour, les IgM apparaissent. Mais il faut faire la sérologie sur terrain, ce qu'on fait souvent pas parce que bon voilà, c'est un peu plus long, etc. Mais ça peut vous donner une idée. Et les IgG vont apparaître après le 10e jour et ils restent un peu plus longtemps. Voilà. Ce qui fait que le meilleur endroit pour prélever, c'est là. J3 à J10. C'est les meilleurs endroits ou les meilleurs moments pour prélever les échantillons suspects Ebola. Là, vous êtes sûr d'avoir une bonne charge virale. Maintenant, il y a des variantes. Au moment où Ebola s'extériorise et passe dans les liquides extracellulaires, ça passe dans les sangs. En ce moment ici, ça peut également passer dans la salive, dans la sueur, dans les urines, dans les sécrétions vaginales chez les femmes, dans les spermes, peut-être pas encore. Ce qui fait que tout contact, Ebola, c'est quand tu touches, déjà, voilà, s'il a même transpiré, tu es foutu. Et c'est pendant cette période, il est très virémique, et c'est un virus qui est, qui est hyper contagieux, etc. Donc, ce qui fait que, si on vous dit il y a 2 ou 3 semaines qu'il a fait la maladie, etc., pas de souci. En tant qu'épidémio, quels échantillons vous pouvez prélever? Non, docteur, il a fait les symptômes, pendant 2 ou 3 semaines, il était malade, il arrive 1 mois plus tard. Vous êtes épidémio. Quels échantillons vous allez demander de prélever pour ce cas? Quels échantillons? Voilà. Le sang, ça c'est pour avoir recherché quoi? Et IgG. Mais vous pouvez prélever aussi autre chose. Voilà. Vous pouvez prélever quoi d'autre? Si c'est un homme, vous pouvez prélever les spermes. C'est comme ça qu'on a détecté le premier cas de Wicha qui avait fait la maladie. Il est maintenant responsable du programme des survivants. Il y en a qui le connaissent. Bon, lui, il n'avait pas fait la maladie comme ça. C'est sa femme qui est venue malade. Et c'est quand la résurgence a commencé, fin août 2018. Quand ça a commencé maintenant à flamber à Manguine avant que l'on perde d'épidémie. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. J'avais filmé toute cette manipulation. J'avais fait filmer la manip tout entière. On avait fait plus d'1 semaine, presque 2 semaines, on avait pris d'échantillons positifs. Et puis un échantillon est venu. Et c'était ça, bon, ça a toujours été ça l'éthique d'Ebola. On appelle ça l'éthique d'Ebola. Quand tu reçois un échantillon avec très peu de symptômes, céphalée, fièvre, maux de gorge, douleur, parfois diarrhée seulement, ce sont des échantillons qui sont toujours positifs. Pour Ebola, surtout pour les premiers cas, presque toujours positif. Et j'ai ces flairs-là et ça marche toujours. Quand je regarde simplement la fiche des notifications, diarrhée, vomissement, les sangs, hémorragie, je suis déjà calme, je dis ça n'aura rien. Et on a expérimenté plusieurs fois ici à Goma, docteur Voutega, Jérémy vient avec ceci, non docteur, panique. Je lui dis, de mon expérience, il n'y aura rien. Et c'est vrai, on y va, il n'y a rien. Mais souvent c'est fièvre, myalgie, maux de tête, maux de gorge, douleur abdominale. Ça, c'était ça, Goma. C'était ça, l'épidémie, le variant Ituri. Des choses très banales, paludisme, etc. Pas positif. Oui, entrez, s'il vous plaît. Et j'ai fait cette manipulation, je l'ai filmé. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, au moment de la lecture, c'est positif. Je recule, je dis, bon. Et j'appelle ma technicienne, on était encore avec elle. Positif, il vient d'où? Et je n'ai pas... En fait, les gens pensent qu'on est heureux quand on annonce un cas confirmé. Vous n'avez jamais senti ça. Peut-être elle sait ça. Vous tombez malade. Vous êtes triste. Tu peux rester. J'étais resté cette nuit-là, je n'avais pas mangé. On était avec Dr Luigi Minikoul dans la même maison et les autres, et les Mathias. Il dit on a un cas, etc. Mais qu'est-ce que je lui ai donné, les charges virales? Mais vous ne mangez pas. Non. Donc, on était découragés. C'est une lourde responsabilité. Donc, à cause de votre manipulation, le monde entier va changer la façon de fonctionner pendant un moment parce qu'il y a une urgence. Et c'est vous qui faites ça. Les gens ne voient pas la responsabilité. Ils pensent que c'est une décision facile. Ah, il y a un cas d'Ebola. Et en général, c'est le partenaire. Ils ont déjà prélevé l'échantillon. Ils ont leur diagnostic dans la tête.
Et il commence à véhiculer les messages. Véhiculer. Et moi, je sais déjà. Quand tu vois seulement MSF, UNICEF, OMS, ils t'appellent au même moment ou dans les mêmes parages. Et donc, l'échantillon est en train de circuler quelque part. Et parfois, c'est le mauvais service qui rend. Ils ont prélevé, ils n'ont même pas assuré les transports. Ils ont déjà appelé Genève. Et parfois, moi, c'est Pierre Formanti qui m'appelle, ou Peter Fonjungo, directeur pays, ou parfois même, c'est d'ici Atlanta, directement, depuis Atlanta, ou depuis Washington, ou depuis Genève. Non, Daniel, tu as une situation de si, c'est là, et je n'ai rien du tout. Ah non, vous n'avez rien reçu. Ah non, rien du tout. Et moi, je commence aussi à demander, CD, est-ce que vous avez vu ça? Non, j'ai entendu le Guy Moutombo, tu as vu ça? Mon cher, on cherche d'abord la moto pour aller prélever l'échantillon. Mais quand eux, ils n'ont pas encore fait prélever, ils ont déjà annoncé les résultats. Et en 2016, 40e anniversaire des filovirus. Le prof Mouyembe, Aouka, toute la communauté internationale des scientifiques sont à Marbourg. La ville de Marbourg, c'est en Allemagne. Pour les 40 ans des trucs de Marbourg là-bas. Il y a un cas suspect de l'Équateur qui vient. Et c'est MSF qui alerte. Ils alertent les gens qui sont à Marbourg, dans la salle, dont prof Mouyembe. On a un cas, ça sera un cas confirmé, Ebola, etc. Et nous, on attend l'échantillon. Nous aussi, on apprend. On nous demande d'être dans le labo Ebola. Nous sommes dans les labos avec un technicien qui s'appelle Babi Mouyembe. On attend. Le prof Mouyembe m'appelle. Moukadi, vous avez été l'échantillon et tout ça. Professeur, c'est pas encore arrivé. Mais on nous dit que c'est confirmé. Professeur, c'est faux. S'ils ont confirmé dans un autre laboratoire, pas chez nous, ça se répand comme une traînée de poudre. Le directeur adjoint de l'INRB, Dr Stomy, il vient. Daniel, mais c'est quoi cette histoire? Vous avez déjà testé? J'ai dit, DA, on n'est même pas encore habillé. L'échantillon n'est pas encore arrivé. Mais c'est quoi les verts? Les représentants de l'OMS m'appelaient pour me dire qu'on a un cas, on cache. J'ai dit, DA, on est là, on n'a pas encore analysé. Demandez-leur c'est quel labo qui leur a donné. Ils disent que c'est l'INRB. J'ai dit, nous sommes là, nous deux. Et maintenant, là, ils étaient en pleine conférence, ils discutaient, il y avait des présentations. C'était chacun qui sortait à son tour. Les représentants de l'OMS. D'autres, ils sont au téléphone. Ils rentrent. Après un moment, c'est le prof Mouyembe qui sort. Après, le prof Aouka sort. Les gens des jeunes. Agitation, la conférence a été perturbée. Et puis le prof Aouka me fait un message, il me dit, si vous avez déjà confirmé, vous me dites. Mais si ce n'est pas encore confirmé, d'accord. Comme ça, moi, je vais dire à tout le monde de se calmer. Et comme ils ne vous écoutent pas, ils ne vous croient pas. Alors, j'ai dit simplement, vous restez dans la salle, laissez-les s'agiter. À la fin de l'agitation, c'est vous qui leur donnerez les résultats dans la salle. L'échantillon arrive à 19h. L'agitation a commencé à 14h. Oui, mais là, la réunion est finie. Personne ne veut rentrer à la maison. Ils restent dans les halls, là, ils improvisent un dîner pour parler, pour être sûr qu'ils ont le prof Mouyembe et Aouka, ils auront l'information en premier. Et on travaille jusqu'à 22h30, 23h, on essaye, tous les primers, c'est bon, ça marche, pam. Rien du tout. On écrit au prof Mouyembe qu'il n'y a rien du tout, c'est négatif, etc. Et puis après, on appelle les représentants de l'OMS sur place, parce que c'est ça le RSI, le règlement sanitaire international, on annonce. Après, ils appellent, ah Daniel, merci, quel soulagement, on était stressés, je t'ai dit, on n'a pas quitté la salle, hein. Et jusque-là, on est toujours dans le parage, on ne savait pas ce qu'on allait faire, si la conférence allait s'arrêter ou pas. Et ça, c'est la pression de l'épidémie. Ça se passe comme ça même ici. Chaque fois que les échantillons viennent, moi, ce que je fais, je prends mon téléphone, je vais jouer au foot. Quand j'aurai les résultats, il va m'appeler, je vais rentrer voir, parce que souvent, je fais les premières manips et puis je pars, je suis calme. De toutes les façons, même si c'est positif, même si c'est vous qui m'avez apporté l'échantillon, pour les cas de fièvres hémorragiques, ce n'est pas à vous que je dirai que c'est positif. Même si c'est la DPS, je n'irai pas. Le CD, je vais lui dire simplement, CD, on aura une épidémie. Mais là aussi, c'est des problèmes. Docteur Stéphane Batté, il y en a eu pour son compte. On est avec le CD, on confirme. On attend voilà, que le ministre fasse sa déclaration officielle. Docteur Stéphane anticipe. Il fait un mail à sa hiérarchie. Il fait un mail à la dame, elle s'appelle encore comment? Celle qui est partie. Avant l'actuel directeur du PEV. Il lui fait un mail à la dame, non, on va avoir un cas, etc. etc. Comme toujours, réseaux sociaux, quelqu'un capture le mail. Il les fait circuler dans tous les réseaux Ebola avec son nom. Le ministre n'a pas encore fait la déclaration.
Qui lui a donné cette information? Maintenant, on commence à l'appeler. Tu as eu l'information où? Et il ne sait plus se justifier. Il était dans le téléphone. On m'appelle, moi, j'ai dit, vous avez vu mon nom dans la boucle de mail? Alors, vous allez m'appeler pourquoi? Quand vous voyez seulement docteur Mangolo par Alain commence à appeler à plusieurs reprises, c'est qu'il est. Surtout Alain. Donc, quand Alain Mangolo commence à appeler, agitation. Après, lui, ce sont ses chefs qui vont appeler, etc. Après, c'est Pierre Formanti directement, le leader des fièvres hémorragiques à Genève. Il m'a fait un message sur WhatsApp. Ça va? J'ai dit oui, c'est calme. C'est comment la situation en cours? Les résultats, j'ai déjà transmis au prof Mouyembe pour qu'il dise au ministre. Et on s'arrange. Ah oui, tout ça, on prépare la déclaration d'épidémie. En général, c'est nous qui préparons. On envoie. La DSC aussi vérifie, ajoute les éléments. C'est bon, c'est bon. Alors, pour être cool, quand on sait que le ministre va intervenir dans 20 minutes, 30 minutes, quand le ministre commence sur l'allocution, alors tu lui fais le WhatsApp, il dit qu'il est positif. Maintenant, comme lui, il est technicien, il va te demander les aspects techniques, ok. Et puis après quelques instants, il va être appelé officiellement. C'est comme ça. Tout ce qu'ils vont vous dire, dis-moi, je ne dirai rien. Et lui va dire à l'autre, il ne dira rien. Et puis tout le monde saura, mais on ne dira rien. Voilà, très important. Et ça, c'est la pression de l'épidémie. Oui, s'il vous plaît. Je les encourage. Je les encourage. Hein. Il y a deux choses. Il y a des gens qui ont déjà touché Ebola. Et il y a des gens qui enseignent Ebola sans avoir vu. Ils lisent dans les livres et ils lisent. La différence entre eux et moi, c'est ça. Moi, je manipule, j'ai touché Ebola, j'ai vécu dans Ebola. Quand vous dites, oui, André, quand vous dites qu'il faut administrer, il faut décentraliser, c'est ça qu'on a fait, non? On est allé donner le traitement à Boutembo, non? C'était décentralisé à Beni, c'est décentralisé. Mais les stocks de molécules des MAP 114 et Banga sont ici, dans ce laboratoire. C'est décentralisé, effectivement. Mais, quelle est la compétence de la personne qui donne? Les anticorps monoclonaux sont très bien, c'est pas compliqué. Mais quand la personne présente, par exemple, un choc anaphylactique, ça arrive souvent avec les anticorps monoclonaux, comment tu gères? La tension artérielle va vers 0. Comment tu réanimes un cas d'Ebola? Dans les centres de santé. Maintenant, on te regarde. Allez-y. En fait, dans la plupart des gens qui viennent dans les ONG, et c'est surtout MSF, il y a très peu de gens qui ont une bonne expérience. Il y a un médecin stagiaire qui était venu de France, on l'appelait un interne. Moi, je sais ça parce que j'étais là-bas, c'est un médecin stagiaire. Il vient me dire, non, docteur, il vient avec Modé Camara, que tu connais. Non, docteur, c'est malade ici, on voulait avoir les électrolytes urinaires. Présente là, il sait qu'il a déjà gaffé, et c'est pas eux. Oui, c'est vous, pourquoi vous avez prélevé l'échantillon? Que disent les SOP d'Ebola? Bouche cousue. Oh non. Pourquoi vous avez prélevé? C'est un patient qu'on a confirmé il y a 6 jours, 7 jours. Que disent les SOP à l'époque? Les anciennes SOP, quand il est confirmé, il fallait, je crois, attendre 10 ou 14 jours pour faire un deuxième prélèvement pour voir s'il s'est négativé et un dernier pour la décharge. C'est après qu'on a modifié les SOP pour avoir un prélèvement de 48 heures avec les anticorps monoclonaux, etc. Que disent les SOP? Oh non, Justice lui a dit, ok, tu t'amuses avec moi, d'accord. Maintenant, la question est simple, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez suivi la réponse? Oh non, de toute façon, ce labo, depuis qu'il est venu, il ne faisait que détecter les négatifs. On voulait être sûr qu'il fonctionnait. C'était pour ça qu'ils avaient fait ça. Ils m'avaient piégé, au fait. C'est là que l'histoire d'amour entre eux et moi a commencé, là. Depuis lors, on s'aime beaucoup. Et quand on est allé à Beni, ils ont fait la même chose. Elle a géré ça. Ils prélèvent ton échantillon, ils envoient au labo. Les échantillons reviennent. Et comme moi je les connais bien, je dis, ces gens ici, pourquoi ils renvoient les échantillons? Parce qu'on sait qu'ils ont un horaire. Ils prélèvent le matin, ils prélèvent soit les après-midi ou le soir. Pourquoi ils ont prélevé 2 heures après? Ils commencent déjà à parler. Oh non, etc. On a des soucis, des discordances, les laboratoires, etc. J'ai dit discordance. J'étais là, je lui ai dit discordance avec le trucage que vous êtes en train de faire. J'ai dit ok, d'accord, je modifie ma présentation. J'ai pris les images de leur première fiche et de leur dernière fiche. J'ai projeté avec les échantillons. J'ai dit expliquez-nous le rationnel derrière ça. Vous faites un prélèvement, un horaire de prélèvement entre 7h et 8h.
Pourquoi entre 10h et 11h, vous avez fait un autre? Quelle était l'indication? Je demande à Justice, vous qui êtes coordonnateur, dites-nous, vous étiez au courant de ces prélèvements? Justice dit non. Qui vous a demandé de prélever? Oh non, ce n'est pas moi, c'est elle. Elle est à Boutembo, comme d'habitude. Ok, d'accord. On réanalyse, les échantillons sont discordants. On appelle le prof Mouyembe. Le prof Mouyembe dit, d'accord, vous êtes biologiste, utilisez votre intelligence pour savoir qu'est-ce qui était quoi. D'accord, d'accord. Je lui ai demandé à elle de faire le groupage sanguin de ces échantillons. C'était bête, hein, groupage sanguin. Quand on fait le groupage sanguin, on les apparie 2 à 2. Et quand on regarde le lot des résultats, ils étaient corrects. Massika était devenu Kasereka, même charge virale ou presque. Pan, même groupe sanguin, on les a appariés, on a fait mes résultats dans les tableaux. Et moi aussi, je suis très gentil. On n'a rien dit. À la réunion de coordination générale, c'est là que je présente en face, devant leurs représentants. Elle était en larmes dans le labo. Pleure incessant, comme un enfant qui fait la méningite. Pleurer, là, pleurer comme un enfant. J'ai bombardé, j'ai fini. Le directeur Haroun a dit quoi? Il me dit, qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, directeur, on les expulse. J'appelle le DGBA pour les expulser. La personne qui fait le mail est à l'aéroport de Goma. Goma-Kinshasa. Elle s'apprête à embarquer pour Paris ou pour Bruxelles. Et juste avant l'embarquement, elle pompe les mails, elle entre dans l'avion. Les mails vont vous parvenir. Quand vous dites, non, il a voyagé hier. C'est comme ça que MSF fonctionne. Il fonctionne comme ça. C'est une église. Maintenant, à force de les connaître, on les gère très bien. Et on est de très bien. Les SOP sur le prélèvement existent, ils sont clairs. Votre réflexion, elle est purement Ebola et rien d'autre. Qui a dit qu'il est mort d'Ebola? C'est ça la question. Est-il mort d'Ebola? Non. C'est parce qu'il est mort avec un test positif que vous dites qu'il est mort d'Ebola. Mais en réalité, il peut être mort d'autre chose. Et c'est ça le problème. Et j'ai compris sa question. Il t'a posé une bonne question. Est-ce qu'on n'avait pas maquillé les cas? Quand on présente les cas, surtout quand l'investigation, vous le conduisez avec les partenaires, il a en tête Ebola, il va amener les éléments en sorte que tu crois que c'est Ebola. Même l'investigation, c'est... Bon, désolé, moi j'ai appris la manipulation en Égypte, donc voilà, quand j'ai fait mes cours là-bas. Il y a des choses que l'on fait et des choses que l'on voudrait faire. Et c'est ça que les médias font. Les médias vous disent ce qu'ils font, qu'ils veulent que vous puissiez entendre ou savoir. Malheureusement, c'est ça qui se passe. C'est comme avec la guerre avec l'M23. Non? Ils annonçaient les chutes des villes 3 jours, 4 jours avant. Voilà. C'est démoralisé. Et même celui-même qui est dans la ville, il regarde et dit, ah, cette ville est déjà tombée, moi je suis encore là. Je fouille. Et il fouille pour de vrai. Maintenant, il reste tombé. Ça, c'est l'orientation de la surveillance. Le prélèvement, je dois vous rappeler qu'il est aléatoire. Ça veut dire quoi? Le sang circule. Si tu te mets à faire un prélèvement à cet instant, tu as capturé une partie du sang du virus. Du sang où il y a le virus. La concentration des particules virales dans cette quantité que tu as prélevée n'est pas la même dans la quantité qui vient, dans celle d'après, dans celle d'avant. Voilà pourquoi tu peux prélever la même personne 7 fois à cet intervalle, à 2 minutes d'intervalle, tu trouves des charges virales qui varient. Ça, les gens ne savent pas. Pour dire que, ça c'est bon, ça concerne plus les laboratoires, pour dire que on n'a pas le même quand c'est le même échantillon. Parce qu'il suffit de mélanger, le pipettage est aléatoire. Tu regardes, tu as 10 microlitres, tu vas prélever simplement 1 microlitre. Tu ne vas pas prélever tout. Tu vas choisir un endroit où tu prélèves. C'est aléatoire, ce qui fait que les charges sont différentes. Il n'est pas dit que la personne est morte nécessairement d'Ebola. Elle peut être aussi morte d'autres choses. Seulement, la meilleure chose pour ces gens, et c'est ça que l'on a fait dans l'étude d'Incuba, il faut juste, avec leurs échantillons, regarder pour certains les taux d'IgM et d'IgG. On a remarqué dans cet article qu'on a publié dans Journal of Infectious Disease que toutes les personnes qui n'ont pas eu du tout d'IgM ont eu des charges virales très élevées et après, l'issue finale, c'était la mort. La plupart des gens qui avaient des titres d'IgM très élevés, ils sont devenus des survivants. Donc ça dépend de leur réponse immunitaire. Je vous donne un petit exemple. Vous avez été vacciné d'Ebola, non?
Vous avez fait quels symptômes? D'accord. Docteur Zawadi, vous avez été vacciné d'Ebola? Oui. Ça fait quoi? Très mal. Madame, vous avez été vacciné d'Ebola? Ça fait quoi? Moi, j'ai été vacciné d'Ebola. Rien. Rien. La piqûre là? Non, même les jours qui suivent. Non, pas les... Non, non, vous avez développé quelques symptômes ou pas? Fièvre 40, je connais des gens, diarrhée. J'avais même quelqu'un qui dormait dans les labos Ebola. Technicien des labos, il a oublié qu'il fallait dormir. Diarrhée, il avait des genoux comme ça, il dormait dans les labos. D'autres, pourtant, c'est une vaccination. Moi, je n'ai rien eu. C'est ça que je dis. Moi, je n'ai rien eu. Voilà. Ce qui fait que la façon dont vous réagissez à cette vaccination, c'est la même façon que vous réagirez si vous aviez ces virus. Les uns auraient fait des formes graves, les autres des formes légères, les autres des formes bénignes. Moi, je n'avais rien fait. À l'époque, nous, on avait eu la dose full, là. Tous les flacons pour nous. Nous, on était les tout premiers, là. Oui, oui. J'ai dit, je n'ai rien eu. Ma technicienne de la rue a fait la diarrhée pendant une semaine. Et donc, elle ne pouvait même plus travailler. Les PPE ne pouvaient pas rester dans les PPE quand la diarrhée commence. Alors, elle est venue en pagne. Elle s'est assise seulement devant les labos. Je faisais des manipulations seule. Et puis, après 3 jours, elle m'a dit, ah, vous êtes fort, vous n'avez rien eu. J'ai dit, oui, rien eu. Ça ne dépendait pas de moi. Ce n'est pas moi qui décidais. C'est la même chose avec les virus et les infections. Vous avez vu Covid, non? Des uns, détresse respiratoire, oxygène, toi, à peine rhume et fatigue. Moi, j'ai fait ça, je n'avais que les genoux. Si les genoux ne dansaient pas pendant mon sport, je n'aurais jamais su que j'ai fait Covid. Même chose. Troisième maladie, j'ai mis le virus à Zika. Très intéressant. La cinétique avec des courbes assez mignonnes. Les symptômes commencent au jour 0. D'accord? Vous avez le temps d'incubation qui est d'à peu près 7 jours après la piqûre du vecteur qui est infecté ou de l'arthropode qui est infecté. 2 jours avant, la virémie s'élève. D'accord? Mais la charge virale n'est pas très importante. Déjà, c'est 2 jours avant, ça veut dire qu'il n'a pas de symptômes. Comment toi, tu vas lui faire un prélèvement? Même si tu lui fais un prélèvement, pourquoi est-ce que tu vas aller tester Zika? Parce qu'il a fait quoi? Il n'a pas de problème. Ce qui fait que ça vous échappe. À partir du moment où il commence la maladie, la virémie est là, mais elle est toujours très faible. La grande chance d'avoir le virus Zika, c'est dans les urines. Donc, c'est la virurie. Donc, si on vous dit une épidémie de Zika, il ne faut pas aller chercher les épicraniens, tubes DTA, non. Cherche un pot d'urine simplement. Ça devrait suffire. Et jusqu'à peu près au 10e jour. Et c'est seulement le sang, à partir du 5e jour, qu'on va commencer à avoir une élévation pour avoir un pic vers le 10e, 11e jour. Et les IgG apparaîtront un peu plus tard. Vous voyez? Donc la réflexion de vous, épidémiologue, vous devez savoir la cinétique des différentes maladies. Virus Zika, arbovirus comme les autres. Fièvre jaune, dengue, chikungunya, sang. Mais quand c'est lui, Zika, urine. D'abord. Très important. Notion importante. Les derniers, j'ai mis chikungunya. Voilà. Chikungunya, le début des symptômes est là. 7 jours avant, presque la même période d'incubation. Mais chikungunya, 2 jours déjà avant, la virémie est très élevée. Ce qui fait que cette personne, bon, elle n'est pas contagieuse. Mais si un moustique le pique là, il se nourrit très bien. Et il prend le virus. Et il est capable de le transmettre à un autre. Et ce qui fait que pendant toute la période où la personne présente la fièvre, la PCR est valide. Donc dès le début de la maladie, au jour 0, ce n'est pas comme Ebola. Ebola, il faut attendre maintenant 2-3 jours. Chikungunya, au jour 0, vous avez déjà la PCR. Les génomes ou les virus, vous l'avez. Et vous pouvez faire un diagnostic précoce. Mais dès que vous dépassez le 7e jour avec chikungunya, ça ne sert à rien de faire des PCR. Automatiquement, il faut switcher sur la sérologie. Mais à ce moment-là, c'est déjà tard. Les symptômes sont presque déjà partis. S'il n'est pas mort, il n'a pas fait une forme grave. Et il a avancé. Donc, quand vous voyez, il a fait ses symptômes, ça fait 1 semaine, ça fait 10 jours. Ça ne sert à rien de demander qu'on fasse une PCR. Demander qu'on fasse un ELISA, un examen Luminex, peut-être un test rapide pour les anticorps, etc. Ça, c'est juste pour vous donner la réflexion en tant qu'épidémiologiste sur terrain de la façon dont vous devez voir les choses. Et non pas
répéter les mêmes choses parce qu'on les fait comme ça. Hein? Vous qui parlez des SOP, c'est ici qu'il faut écrire des bonnes SOP pour les différentes maladies. Et ça va vous donner beaucoup d'indications et beaucoup d'idées par rapport à ce qu'il y a à faire. Ici, j'ai essayé de présenter les résultats tels qu'on les voit au laboratoire une fois qu'on est à la fin de la manipulation. J'ai mis par exemple ça, c'est un résultat de biochimie. Le premier, il faut confirmer l'épidémie. Et là, l'interprétation est dynamique. C'est le rôle des biologistes, c'est d'expliquer à l'épidémio. J'ai travaillé, j'ai détecté la charge virale est faible. Ça signifie que c'est soit une infection débutante ou finissante. Si la personne est vivante, on peut l'interner, attendre encore 48 heures. Si la charge virale s'élève, c'est que la personne était en début de maladie. Avec Ebola, heureusement, c'est cool. Ça s'élève toujours. Ou soit ça c'est négatif, c'est que la personne était en fin de maladie. Dans ces cas, tu pourras dire, la PCR n'est plus le bon examen. Faites la sérologie pour ces cas, pour voir les IgM. Et en faisant la sérologie, vous allez voir un pic des IgM qui confirme effectivement qu'il a fait la maladie. Mais au moment où vous avez prélevé, le virus n'était plus dans le sang. Et ça, c'est des discussions que les biologistes viendront vous dire. Vous devez savoir interpréter. Ça ne signifie pas que quand la PCR est négative, qu'il est Ebola négatif. S'il a des IgM qui sont positifs à un titre très élevé, c'est aussi Ebola positif, mais en sérologie. Ça signifie que cette personne n'est pas contagieuse. Mais cependant, elle est un survivant Ebola. Automatiquement, il faut faire des spermes, des sécrétions vaginales, les laits maternels, si selon le cas, etc. Donc c'est cette réflexion généraliste que vous devez avoir, qui vous cultive et qui vous donne le courage de pouvoir travailler correctement. Ici, j'ai mis les bactéries avec les différentes colonies. Ça, c'est des colonies de méningocoques sur gélose au sang. C'est comme ça qu'on les voit. Ensuite, vous allez faire la culture, l'identification, avec par exemple cette galerie ici, avec les différents caractères que vous allez lire pour dire qu'il est, par exemple, la glucose positif, lactose négatif, citrate positif, uréase positif, et puis après, ça correspond par exemple à une telle bactérie ou à telle autre bactérie. Ça, c'est le rôle du biologiste. Et puis vous attendez une seule chose, les noms du germe. Méningite à méningocoque, méningite à Haemophilus influenzae, méningite à Branamella, méningite à ceci, à cela. Vous attendez infection virale à ceci, à cela, à SARS-CoV, à grippe, à para-influenza, c'est ça. Après, vous allez sûrement déterminer la souche dans quelques jours qui viennent par le séquençage. Pourquoi déterminer la souche? Parce que la thérapeutique, la vaccination dépendra. Si c'est Ebola, c'est vrai, c'est Ebola. Mais c'est Ebola Soudan. Toute votre vaccination ici ne sert à rien pour Ebola Soudan, loisir. Oh, les molécules monochlore anticlonaux, ils n'ont pas été testés sur Ebola Soudan. On ne sait pas encore si ça agit ou pas. Déjà, les PCR, les Gene Experts, ça ne marche pas pour ça. Il faut d'autres tests. Elle fait souvent les échantillons d'Ebola Soudan. Maintenant, elle fait Marbourg aussi. C'est des trucs tout à fait différents. Les contre-mesures, la riposte, la surveillance peut être la même. Mais la prise en charge, la vaccination vont changer en fonction du variant. Les médicaments également. Ce qui fait que vous devez savoir que ça ne doit pas être systématiquement la même chose. Mais il y a un cas d'Ebola Soudan là-bas. Pourquoi les INRB n'ont pas envoyé les thérapeutiques? Mais quelle thérapeutique? Vous devez connaître pour ne pas être ridicule. Parce que parfois, c'est des gens qui ne connaissent pas trop, qui aiment trop parler. Bon, après, nous autres, quand on est là, on ne parle pas. On vous dit, bon, est-ce qu'on peut parler en aparté? Non, on doit parler ici en public. Tu dis que non, c'est pas bien. Bon, après, s'il ne comprend pas, maintenant tu vas l'aider à comprendre. Tu vas maintenant poser un truc, tu sens qu'il est dépassé. Et puis après, voilà. Maintenant, il se rend compte que non, tu l'as beaucoup protégé, il n'a pas compris. Ça, c'est très important. Alors, la dernière partie de notre cours, même si elle sera longue, on ne va pas finir aujourd'hui, c'est maintenant la gestion des urgences. C'était ça le titre du cours. Surveillance épidémiologique, gestion des épidémies. Maintenant, on va gérer les urgences de manière générale. Ça sera assez philosophique, réflectif, discutant, interactif, participatif bien sûr. J'allais même ajouter ésotérique, mais bon, je retire.
Une urgence humanitaire. Donc, c'est un événement ou une série d'événements qui menacent en fait. Je vous apprends la science. La science est affichée là. La science, c'est tout ce qui est affiché là. Tout ce qui n'est pas affiché là-bas, c'est pas la science. C'est ésotérique. La science, c'est que moi je vous apprends. Je m'arrête là. Une urgence humanitaire, c'est un événement. Une série d'événements qui peuvent menacer la santé, la sécurité, le bien-être d'une communauté, d'un groupe de personnes, sur un territoire étendu, dans une durée de temps. Veut dire quoi? Événements, série d'événements qui menacent la santé. Par exemple, donnez-moi un exemple. Événements qui menacent la santé des gens. Des épidémies. Dans la santé, les événements de santé. Les épidémies, les endémies, etc. L'intoxication au gaz, saké, mugunga, etc. Menace la vie, la santé des gens. Menace la sécurité. Vous avez la guerre, rébellion, attentats terroristes, Kuluna, Maïbobo, etc. Bien-être d'une communauté. Par exemple, la sécheresse, la pluie, l'inondation. Par exemple, glissement de terrain. Oui, les déplacements, bien sûr, ce sont des urgences. Vous habitez, oui, c'est une urgence. Vous habitez à Goma ou vous êtes simple dans votre maison, vous êtes 3. Les jours d'après, 25 personnes arrivent parce que ce sont vos ancêtres des Rutshuru et des Bouicha, ils sont venus. Pourquoi ils ont fui les autres? Votre façon de vivre change. Ça devient une urgence parce que vous devez vous adapter. Vous préparez une petite marmite comme ça, chacun mange une boulette de foufou, ou presque pas du tout de foufou comme moi. Et puis après, au jour lendemain, Dr Zawadi doit employer ses muscles pour préparer un énorme foufou. Elle qui ne touche plus au foufou, ça fait longtemps. Ça devient une menace et c'est une urgence. C'est ça la définition d'une urgence. Toute situation qui met en danger la santé, la sécurité, le bien-être d'une personne, d'un groupe de personnes, etc. Par exemple, nous sommes ici, les abeilles, ou les abeilles sont dans les parages. C'est une urgence. Il faut prendre des contre-mesures, etc. Maintenant, ici, c'est esquisser le principe de la façon dont on peut gérer ces genres d'événements. On a parlé des catastrophes naturelles. En général, ils sont dus aux dangers naturels. On a parlé, tsunami, coulée de boue, des larves, inondations, les ouragans, éruptions, tremblements de terre. Ce sont des événements sur lesquels, en général, l'homme n'a pas beaucoup d'incidence, d'impact. On peut ou ne pas les prévenir, on verra un peu plus tard. L'homme les découvre ou les subit. Tout ce qu'il doit faire, il doit s'adapter et trouver des mécanismes. Il ne peut pas toujours les anticiper. On peut anticiper à la dernière minute, à la dernière semaine, on peut prédire le risque d'éruption, mais encore il faudrait-il qu'on vous croie, parce que les géologues peuvent les gens de l'OVG peuvent prédire le risque d'éruption. Les pasteurs aussi la vie en vision, mais après, bon, quelle est la définition française du mot vision? En français, c'est que les gens appellent vision, c'est quoi? Des médecins. C'est que les gens disent vision, c'est quoi? En bon français. C'est simplement des hallucinations. Mais si tu dis au pasteur qu'il hallucine, bon, tu l'as insulté. Oui, mais hallucination, c'est la perception irréelle d'un objet qui n'existe pas, d'un stimulus qui n'existe pas. Comment est-ce que toi tu es assis là-bas, tu vois 3000 ans plus tard, et tu t'appelles Nostradamus, comment il y aura guerre mondiale, bombe atomique, champignons. Tout le monde voit que tu ne vois rien. Tu hallucines en fait. Et toi aussi tu ne vois rien. Et tout le monde sait que tu ne vois rien, mais toi tu vois et tu dis ce que tu vois avec exactitude et tu es capable de répéter. En fait, tu hallucines. Mais c'est une hallucination. Venez s'il vous plaît. C'est une hallucination. Voilà. C'est en fait une hallucination. Et on l'appelle vision.
Hein, comme Daniel dit, je vis dans mes visions de la nuit au bord de l'Oulaï, l'ange qui sortait, d'un vol rapide, il s'approcha de moi, il me saisit par la main, j'ai tremblé. Et il ajoute même, tous les gens qui étaient avec moi ne l'ont pas vu, sauf moi. Vraiment hallucination. C'est ça le mot. Mais c'est une vision. Voilà, c'est très important. Mais il y a maintenant des crises que l'homme crée. C'est par exemple les conflits. M28, 31, 34, 23, ADF, ça c'est l'homme qui décide de créer. Attaque terroriste. Les gens se préparent à créer un événement. Oh, guerre d'Irak, Saddam Hussein, Vladimir Putin, pardon, Poutine. Bon, en anglais, ça s'écrit comme ça, ça s'écrit putain. P-U-T-I-N. Voilà, alors moi je dis toujours Vladimir Putin. Vladimir Poutine envahit l'Ukraine et vice-versa parce qu'il craint. Ça, c'est l'homme qui crée. Ou tout comme si je décide de prendre des échantillons d'Ebola, d'aller les lancer à Birere, j'aurais créé. Ce n'est pas un événement qui serait subi. C'est un événement que j'aurais créé. Et en général, ça peut être Tchernobyl, par exemple. La catastrophe nucléaire de la centrale de Tchernobyl ou des Zaporizhzhia. Actuellement, les Russes bombardent là-bas, ils disent que ce n'est pas nous, c'est eux qui contrôlent, mais ils bombardent d'abord eux-mêmes. Et puis ils disent que c'est les Ukrainiens qui ont bombardé. Les Ukrainiens aussi, pour faire porter les chapeaux, ils bombardent juste à côté. Risque pour que les Américains sentent qu'il y a les dangers qui interviennent. Les hommes manipulent les événements, le cours des choses, pour pouvoir faire passer tel ou tel autre message. Ça aussi, ce sont des urgences. Alors, quels sont les prérequis, les prerequisites pour une réponse aux urgences? Quels sont les prérequis pour répondre aux urgences? La première chose que vous devez savoir, je me situe plus dans les pays, on les appelle LMIC, Low Medium Income Countries, les pays à faible revenu, ou vulgairement, anciennement appelés les pays sous-développés. Voilà. Ou les pays en voie de développement. On est en voie de développement. Regardez-vous, vous êtes en voie de développement. Oui. En voie, vraiment. Oui. Le premier élément que vous devez tenir en compte, c'est que l'aide extérieure prendra du temps à arriver. Même en Ukraine, vous avez vu. Les 2 premières semaines ou le premier mois, tout le monde avait peur d'affronter la Russie. Et ils se sont débrouillés. Ils ont résisté. Après, quand ils ont résisté, on a eu la possibilité d'envoyer des armes. Et puis après, on s'est rendu compte que non, bon voilà, on peut aussi se battre contre la Russie. On a commencé à renforcer. Vous devez savoir que l'aide extérieure prend toujours du temps à arriver. Premier principe, quand vous voulez mettre en place un plan. HCR, il doit mettre un corridor humanitaire. Regardez combien de temps la guerre du M23 a fait avant que la Suisse, l'Union européenne, inaugure ou envoie son premier pont aérien. Beaucoup de mois, même une année. Voilà. Ce qui fait que, quand vous faites le plan des ripostes pour ces urgences, vous devez tenir en compte les capacités nationales, les capacités du pays. Le pays a quoi pour réagir? En général, nous, on n'a rien. Bon, sauf les épidémies. Là, on est fort. Là, on dépasse même les Français. Macron a dit à Dr Kassia que non, le CDC Africa, par exemple, avait fait un beau travail pendant la Covid, puisque le CDC Europe, il n'avait rien fait du tout. Tenir compte des capacités nationales des pays, c'est très important. Dans une crise, c'est surtout la phase initiale qui est la plus compliquée. Parce que vous ne savez pas quelle est l'ampleur de la crise. Par exemple, l'éruption volcanique vient couler des larves, les gens fouillent vers ça, et l'autre vers le Rwanda, et puis ils rentrent, et puis on leur dit, le gaz va exploser, c'est dans tous les sens. La première semaine, la deuxième semaine, c'est un peu, les gens cherchent comment intervenir, ça prend du temps. C'est là la phase critique d'une urgence. Et c'est là souvent que les pays doivent être préparés pour gérer cette première partie, et maintenant dire que, veuillez nous aider. C'est très important. Deuxième chose, la réponse, en général, elle est concertée. C'est très bien. Ça signifie qu'il faut faire intervenir plusieurs organisations, plusieurs organismes. C'est très cool, c'est sexy, c'est bien. Mais ça peut être aussi une épée de Damoclès, ça peut être un truc très compliqué. On le verra un peu plus tard.
chaque organisation, chaque organisme a ses procédures, a ses protocoles. Quand MSF se déploie, il vous dit, vous payez, vous vous assurez que vous nous laissez la liberté. Ils écrivent des choses comme ça, hein, même d'autres que j'ai corrigé hier, avant-hier, pour un contrat. J'ai dit, comment vous écrivez des choses comme ça? Voilà. Ils vous font écrire les choses selon leur protocole. Entendu que ceci et cela, la République démocratique du Congo s'engage, par exemple, à laisser tel et tel... Oh, ils vont en réparer ici. Voilà. Et ça, c'est très, très, très important. La réponse doit être concertée. C'est vrai. Concerter, ça signifie que vous devez arriver à produire une même vision. Et on le verra. Il faut déjà déterminer au départ la part de chaque acteur, de chaque groupe, etc. Les capacités, il faut déterminer. Hein, papa? Toi qui demandais des questions financières, comment on gère une épidémie? Vous devez l'avoir déterminé bien avant, si vous avez un plan aux urgences. On n'a pas un plan dans ce pays aux urgences. On subit, on se déploie, on crée les plans sur place. Hein? Vous boulez plans sur les champs. Tant, improvisation, vous ramassez les armes, vous commencez à tirer un désordre. La guerre est finie. Voilà. Hein? Voilà, c'est ça. On n'a pas de plan précis, clair de ce qu'il faut faire. Demandez-nous, RDC, quel plan avons-nous si nous avons les glissements de terrain vers Kinshasa, à l'ouest, les terrains, il y a beaucoup de... Vous appelez quoi, les ravins et autres? Aucun plan. Quand les ravins arrivent, maintenant, on se cherche, les chefs se déploient, ils viennent voir, ils constatent, ils instruisent. Le Premier ministre, on subit. Voilà, état des besoins, on le fait pendant que les événements sont déjà là. Le mort, lui, il est déjà mort. Et ce que j'aime bien dans la blague, c'est que le gouvernement prendra en charge l'intégralité des funérailles. Ça, j'aime. Ça, c'est cool. Tu meurs, mais au moins on t'enterre tranquille. Ça, au moins, c'est positif. Voilà. Déterminer la part des gouvernements. Souvent, au fait, vous n'avez que ce que vous méritez. Si vous avez des plans, quand les partenaires viennent, vous leur dites, voici notre plan de déploiement, voici notre plan de contingence. Là, alors, ils disent, d'accord, nous pouvons l'adapter, voici le nôtre, on travaille. Mais en général, ça rejoint votre question de SOP, nous, on n'en a pas. Ce qui fait qu'on finit par appliquer, c'est qu'eux, ils ont un plan. Nous, on a zéro. Un tien, il vaut mieux que deux, tu vois. On doit commencer, nous, à se réunir et autres. Atelier en bouti, termes de référence et tout ça. On gonfle la liste. C'est la excellence, c'est excellent. Des gens inutiles et gratuits, nombreux, comme d'habitude dans les ateliers du ministère de la Santé. Atelier de 45 personnes, il n'y a que 3 qui parlent. Les autres, ils dorment, ils ronflent. Petit, c'est quand l'heure de la pause. Nous, on est vieux, hein, vos histoires là, vous. Hein, la science, on vous laisse, vous. C'est comme ça. Oui, vous, hein, petit, vous parlez. Hein, comme un vieux en moi, il est petit. Nous, des scientifiques, des docteurs, des professeurs, nous, des mouyembe. Voilà. Et c'est intéressant. Tu prends le courage, l'expérience, lui, il est là. Lui, il représente l'État. Quand on veut parler, je suis le directeur du programme ministère de la Santé, à tout le monde a peur. Quand il faut parler, convaincre, c'est vous. Et puis les soirs, bon petit. Nan nos yeux, place pas, mais là, moi, bière. Il vient, là, c'est la zague déjà, bière, il voilà, c'est ça, c'est l'ambiance des épidémies. Tu dois savoir où se trouve la bière, où se trouve ceci. Bon, voilà une anecdote au passage. Quand on fait les épidémies, des fois, bon, voilà. Les gens surtout les gens de ADLM, ça c'est eux. Ils disent, mais Daniel, dans cette ville ici, il n'y a pas de système. Alors, quelqu'un m'appelle, mon cher, ça va, tu es là-bas? J'ai un contact là, mais bon, il n'est pas encore suspect. Je peux t'envoyer son échantillon. Comment tu veux mon échantillon? Envoie les pas de surveillance. Non, c'est pas les sortes de surveillance, mon cher, c'est mon contact à moi. Oh. Ton contact, ok. Toi, tu as trouvé un contact en dehors des surveillance. Non, contact Nangaï. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prélève, tu nous envoies les contacts pour qu'on... Non, vous ne devez pas voir les contacts. Envoie-moi quelqu'un, je vais dire où est-ce qu'il y a les contacts. J'ai dit, les contacts est isolé ou pas? Non, bon, voilà, contact, c'était sa copine. Bon, comme c'est un peu l'épidémie d'Ebola, il ne veut pas toucher. Alors, il veut s'assurer que vous fassiez une PCR. Alors, vous faites la PCR, Ebola négatif. Ah, ok, donc, voilà, maintenant, il te dit, le contact est devenu suspect. Voilà. Tout ça,
la capacité des gouvernements nationaux à pouvoir répondre. C'est très important. Vous devez inclure la connaissance du terrain. Je vous en ai parlé hier. Ce n'est pas parce que tu as des voitures et des belles filles que tu vas les beaucoup d'argent que tu vas les te présenter. Tu dis, je viens épouser cette fille. L'argent est là, la dot est là. Papa, combien de vestes tu veux? Prends 30. Combien de Super Wax 25? Donnez-moi. Non. Il faut connaître le terrain. Souvent, parfois, ce sont les humanitaires étrangers qui connaissent bien le terrain. MSF va t'expliquer bien les conflits entre les EMA et les Lendou avec les détails. MSF. Vous demandez à quelqu'un qui habite, ah mon cher, je ne sais pas pourquoi ils se battent. Et ça, c'est quelqu'un qui habite Bounia. Mon cher, il battu Babunda pour Anine. Mais MSF t'explique les détails. Ce qui fait qu'ils sont implémentés dans ces territoires et ils gèrent les choses. Vous devez tenir compte de ça. Excusez-moi. Connaître le terrain d'intervention est très important. Tu ne peux pas venir, tu te déploies à Beni, à Butembo, à Mangorejipa, et ne pas savoir que les Maïma existent et font partie de la communauté et des notables. Ah non, ça ce sont des rebelles. C'est que tu ne vas pas travailler là-bas. Tu vas travailler avec les rebelles. Tu verras que les rebelles, les chefs là-bas et notables. Connaître les milieux, c'est très important. Les vulnérabilités, les sensibilités, les expositions. Un humanitaire qui travaille dans l'Est, il sait qu'il est exposé aux tirs, aux volcans et aux épidémies. Et les facteurs qui peuvent intervenir. C'est très important. À l'époque, on était un peu avec nos voisins. Les gens travaillaient. Mais il fallait aussi intégrer la donne que un voisin peut décider d'attaquer un autre, par exemple. Personne ne pouvait le prévoir ou d'autres pouvaient le prévoir. Au moment où vous voulez intervenir sur ces terrains, vous devez le savoir très bien. Savoir que vous intervenez dans une zone où le terrain est accidenté ou dans une zone où il y a un conflit ethnique ou ethno-tribal qui couvre, vous devez bien le savoir parce qu'au moment où vous allez convoquer les populations, vous devez veiller sur la représentativité. Vous arrivez dans une réunion, là, vous tenez une réunion et puis vous parlez aux gens et puis vous dites que ça c'était votre réunion avec vous, avec les bâches. Nous, on n'était pas concernés. J'ai entendu des choses pareilles. C'était avec vous, avec les bâches, nous, on n'était pas concernés. Donc, il fallait une autre réunion avec l'autre Wenge. Bon, après, à une réunion où tout le monde était là. Et ça commence bien à Bukavu. Bon, ils passent 20 minutes à se tirer à balles réelles entre eux d'abord. Tout. Mais toi, tu es au milieu, tu t'es dit, s'il m'attrape, moi ici, je suis foutu. Entre eux d'abord. Vous regardez, vous dites, ok. Contact avec eux ou bien c'est pas la procédure? Ça dépend, on verra. Ce n'est pas seulement les groupes armés. Je prends un exemple simple. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mokonzi Abashegi à Kinshasa. Donc, si tu veux parler au Chege, il faut le parler à lui. Lui, il sait convaincre les Chege. Ce n'était pas groupes armés. Ça veut dire que si, voilà, il y a des gens comme ça qui peuvent parler, par exemple, au Maïbobo. Lui, là, quand il parle, même Maïbobo à Tosaka. Voilà. Ça veut dire que quand vous intervenez, lui doit être à vos côtés pour que son groupe à lui d'influence puisse être atteint directement. Et maintenant, et parfois c'est ça qui guide souvent les politiques. Ah non, ça veut voler 5 millions, on les met encore là-bas, il va encore nous voler. Mais bon, lui est en train de calculer, ça c'est les politiques, quelle est la sphère qu'il va atteindre pour ces élections, pour être réélu. Ta morale à toi privée, là, non, à Ibaka et tout ça, ça te regarde toi. Lui, il vise l'intérêt général. L'intérêt général, ça inclut l'électorat de toute une province, de tout un coin, une représentativité des députés. Ça veut dire que ta théorie est bâtie en brèche. Mais parfois, vous aussi, dans vos interventions, vous devez avoir ce genre de réflexion. Je vous abîme pas, désolé. Je vous fais voir la réalité des gestionnaires. Ici, je parle parce que je suis gestionnaire. C'est comme ça que l'on fait. On n'a pas toujours les gens qu'on aime. Et on ne travaille pas toujours avec les gens qu'on aime. Et moi, j'ai des gens que je déteste. Mais bon, voilà. Bon, moi, heureusement, non. Mais il existe des gens... Oui, moi, j'ai travaillé avec des gens qui me détestaient. Mais ils disent que ce type ici, si on les vire, c'est trop compliqué. S'il est dans l'opposition, c'est beaucoup de problèmes. Donc, tu vas être au pouvoir malgré toi. C'est un peu l'histoire de Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Ils s'est détesté, mais Chirac ne voulait pas que Sarkozy aille ailleurs parce qu'il estimait que, bon, voilà, s'il est loin,
il va tirer à boulet rouge. Au moins, à la fin, il l'a même mis dans le gouvernement. Contre son gré. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, ce n'est pas seulement les groupes armés. On va... Parce que les dangers auxquels vous êtes soumis, le cours de CF est très général. Il n'est pas spécifique à l'épidémie, à la zone de conflit. Il y a aussi des troubles, des manifestations, comme en France, où les cheminots bloquent les trains. Comment est-ce qu'il faut sortir? Les risques d'attentat, il y en a encore parfois un peu plus chez eux que chez nous. Le CF est en rapport avec ça. Les composantes de la préparation aux mesures d'urgence. Les grandes composantes que vous devez avoir. Ici, j'essaie de résumer. Vous avez la première composante, la plus grosse, qui est l'analyse et le suivi des risques. Vous devez d'abord commencer par là. Regardez bien l'analyse et le suivi des risques. C'est le cercle bleu. C'est plus de la moitié. Donc, quand vous faites le diamètre là, c'est 55% à peu près de la préparation de la réponse aux urgences. Le fait simplement d'analyser et de faire le suivi des risques vous donne à peu près déjà 55%, d'accord, où ça occupe 55% du champ des activités que vous devez faire pour une réponse. Ça veut dire que plus vous êtes mieux préparé ici, d'accord, vous pouvez facilement détecter les risques. Et quand vous avez détecté les risques très facilement, vous pouvez mettre en exergue les différentes mesures et plans, etc. pour une réponse efficace. Mais si la partie bleue s'arrête là, ça veut dire que vous devez faire un gros effort avec un autre maillon qui manque. En général, dans les pays développés ou quoi, la composante en bleu, elle est très avancée, elle est très développée. Ce qui fait qu'ils ont rapidement la capacité de déployer l'aide humanitaire. En 48 heures, les premiers avions d'aide humanitaire ont commencé à arriver. Ils emballent. Vous dites finalement, eux, ils attendaient tremblement de terre pour commencer à emballer. Les Antonov sont là. Non, ils ont des plans. Au moment où la situation arrive, on active le plan. On va voir, on le réévalue très rapidement pour voir ce qu'il donne. Et quand on a fini de le réévaluer, on l'actualise. Parce que le plan pouvait être fait pour un tremblement de terre. Après, c'est pour une inondation. Les urgences, il y a des choses qui vont changer. Et vous devez intégrer. Ça, c'est très important. Quand vous analysez les risques, ça éclaire en fait votre planification. Pourquoi? Vous serez capable d'identifier quels sont les dangers qui peuvent déclencher une crise. Ça signifie que le risque n'est pas encore, le danger n'est pas encore là. L'urgence n'est pas encore arrivée. J'espère qu'on se comprend. On est dans ce qu'on appelle preparedness, préparation. On est encore là. Ça, ce n'est pas, oh non, ils sont à ça qu'on commence à envoyer les camions pour aller bombarder. Non, là c'est avant. Vous faites quoi pour qu'ils n'entrent pas? Oh non, infiltration. Nous là, on nous a infiltrés depuis. On fait qu'ils pleurer, c'est plein. Bon, pourquoi vous nous avez pas infiltrés aussi pendant 20 ans? Vous étiez où? On était en train de danser. Bon, voilà. On faisait quand même des beaux albums. On a fait V12, Wake Up, TH. Bon, c'est cool, c'est pas mal, c'est louable. Et puis bon, voilà. J'ai vu un pays, ils n'ont même pas de Fali. Ils n'ont pas de ferré. Demandez les ferrés du Rwanda, c'est qui? Les Fali n'existent pas, ils n'ont pas de Kofi, ils n'ont même pas de Mouyembe. Donc, ils n'ont même pas vous. Ils sont seulement là. Alors, ils ont aussi un génie quelque part, voilà, ils ont infiltré, attaqué, voilà. Ça veut dire que vous devez être en mesure d'identifier les risques qui peuvent déclencher une crise et vous devez les classer, les catégoriser pour voir l'incidence et aussi le niveau des probabilités. Ça, c'est très important. C'est ça qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle une échelle des risques. L'échelle des risques, c'est en fonction des seuils. Quel est le risque, par exemple, que la RDC ou le Rwanda attaque directement la RDC officiellement par les frontières, qui fassent une déclaration de guerre? 20%. Il faut que Sukhoi déborde de l'autre côté. Oui, c'est ça, voilà. C'est peut-être ça. S'il n'y a pas ça, ils vont continuer à passer par là où ils passent. Mais officiellement, la Grande Barrière, ça sera toujours normal. Vous évaluez les risques d'une guerre ouverte ou fermée, etc. Quel est le risque 2 ans après qu'une éruption volcanique de grande ampleur ait lieu dans la ville de Goma?
le risque est très faible. Le niveau d'alerte, selon l'OVG, il est en orange, vous les consultez, ils vous donnent les détails. C'est ça la planification. Quel est le risque, par exemple, qu'une épidémie d'Ebola à large échelle survienne dans cette région? Vous pouvez dire que le risque est modéré parce qu'il y a beaucoup de survivants, d'accord, qui sont les réservoirs potentiels du virus. Mais étant donné que c'est dans une région où pendant longtemps ils ont vécu une épidémie, le mécanisme d'alerte a été assez développé et que l'alerte va être donnée très vite, la riposte va être conduite très rapidement, donc le risque est moindre ici. Mais par contre, si cela arrive au Kasaï, c'est la catastrophe. Ils n'ont pas eu beaucoup d'épidémies. Au Katanga, ils n'ont jamais eu ce genre d'épidémie. Ça peut exploser très rapidement. Mais le fait que le Katanga est connecté par avion avec les autres, ça veut dire que l'intervention peut être rapide, les risques peuvent être mitigés. Vous voyez? Ça, c'est ça la réflexion. Et maintenant, si les risques est moyen ou élevé, maintenant vous allez activer ce qu'on appelle le plan de préparation avancé pour les urgences potentielles. Et là, on est encore dans la préparation. Le suivi des risques, on les résume à ce que vous vous assurez que le processus est adapté. Et il y a T à la fin, je crois que j'ai oublié. Le processus doit être adapté. Ça signifie quoi? Tu as un plan pour contrer une épidémie. La guerre commence, tu prends les plans de l'épidémie, tu mets en marche. C'est pour avoir quoi? Il n'est pas adapté. Le plan était fait pour une inondation. À partir du moment où ce n'est plus une inondation, c'est plutôt une intoxication au gaz, les éléments de la riposte vont être différents. Vous devez les intégrer. C'est ça, suivi des risques, s'assurer que le plan est adapté. Vous allez toutefois utiliser tous les indicateurs que vous avez définis lors du processus d'analyse ici. Tout ce que vous avez créé, c'est ça que vous allez évaluer. Mais aussi, vous allez faire ce qu'on appelle l'alerte précoce des risques qui peuvent émerger un peu plus tard, des risques additionnels. C'est ça qui va vous permettre en fait d'adapter le plan. Le plan, vous l'avez fait en 2021. À l'époque, il n'y avait pas un conflit entre la RDC et le Rwanda où il n'y avait pas de tensions. Vous aviez attendu, par exemple, qu'une partie de votre aide humanitaire pouvait venir de Mombasa, de Dar es Salaam, et venir par route jusqu'ici, ou alors de Bunagana jusqu'ici. Maintenant qu'on semble être en conflit avec ces deux pays, vous savez que quand on déploie les prestataires dans une riposte, dans d'autres pays, on ne les paye pas parce qu'ils sont pris en charge par la fonction publique de leur pays. Mais en général, pour notre pays, souvent les gens ont des arriérés, d'autres ne sont même pas payés par la fonction publique. Il est attendu que les partenaires, quand ils interviennent là, ils prévoient cette enveloppe-là. Les partenaires disent non, nous dans nos SOP, dans nos protocoles, on ne peut pas payer l'État. Parce que voilà, nous on est déjà l'État dans ceci et dans cela. D'accord, très bien. Allez à leur travail, ils arrivent. Non, mais les gens là, ils ne sont pas motivés, ils ne viennent pas. On vous a dit qu'ils ne sont pas payés. Mais l'État fait quoi? On vous a dit que l'État n'a pas d'argent. Non, mais maintenant, non, vous êtes. Si vous voulez, prenez votre aide, rentrez avec. On vous a dit qu'il fallait prévoir quelque chose. C'est ça qu'on appelle la flexibilité. S'adapter aux capacités de chaque pays. Il y a des pays que vous venez aider qui ont des plans existants. Il y a des pays qui n'ont rien. Il y a des pays qui ont des moyens, il y a des pays qui n'en ont pas. Il y a des pays qui ont des ressources et qui n'en ont pas. Si les humanitaires viennent nous aider pour Ebola, on va leur demander des réactifs, n'est-ce pas? Des cartouches, des ceci, des cela, des intrants. On ne va pas leur demander comment on fait la riposte, parce que nous-mêmes, nous savons le faire. Ce qui fait que leur appui doit tenir compte de nos capacités. Mais s'il y a Ebola chez tonton Paul, on va leur apporter tout, y compris nous. Même vous, là, vous tous, là, vous viendrez parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de vous, là-bas. Ils n'ont jamais géré ça. Génocide, oui, ils ont des expériences, CV, envahir un pays sans qu'on détecte que c'est vous, en fournissant les tenues, sans que, quand elles apparaissent, vous dites, c'est pas vos tenues, c'est les tenues piratées. Ça, ils ont les CV. Nous, là, les bordements, c'est eux, voilà, voilà. Mais quand c'est cette expertise-là, c'est maintenant nous. Nous allons et nous tiendrons compte des capacités qu'ils n'ont pas. Par exemple, en Ouganda, ils ont fait beaucoup d'épidémies, de Pondibuyo, de Marburg, etc. Ils ont une capacité très avancée. Au Burundi, Rwanda, ils n'ont pas eu ça. Ça veut dire que dans l'intervention, on devra tenir compte de ça. C'est important.
Et parfois, il est nécessaire de faire des simulations en grandeur nature. C'est très important. La simulation vous permet d'anticiper, d'identifier les problèmes, la compréhension des rôles et des responsabilités et améliorer la coordination. Parfois, l'OMS se déploie, ils trouvent tellement qu'il n'y a pas d'interlocuteur, ils pensent que c'est eux qui doivent coordonner la réponse. Et voilà, vous les trouvez là-bas, le coordonnateur. Quand vous vous opposez, il devient team lead. Côte à côte. Co-lead, les leads et les co-leads, des choses qui n'ont jamais existé. Au labo, on mettait nous, on mettait pas de, il n'y avait pas de co-lead. Au labo, on était nous et nous, c'est tout. On était INAB, RDC, c'est tout. Et les partenaires qui nous appuient. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait des simulations en grandeur nature, anticiper quels sont nos gaps, nos faiblesses, où est-ce qu'on peut améliorer. Donc on va sur l'état. Vous allez jouer au foot. Toi tu joues, ici, c'est grand jogo. Vous vous retrouvez sur le terrain pour la première fois. Et tu te rends compte qu'un 6 ici, c'est un bois. Donc, il doit être même sur les bancs. Mais il est déjà sur terrain. Donc, corriger, c'est compliqué. Tu n'as jamais eu le temps de tester tes joueurs. Tu les découvres au même moment qu'ils sont en train de jouer. Et en général, c'est ça qui se passe dans la plupart de nos ripostes, dans la plupart de nos situations. Il y a dit non, épidémie de terrain, FLTP, etc. Tu n'as jamais vu les CV. Après, tu vérifies les CV et autres. FLTP, il a fait quoi? Oh non, j'étais à Omeko Matete. Vraiment, Omeko Matete, c'est ça les terrains. Ou toi, tu fais épidémiologie des terrains, tu vas les faire. J'ai fait stage à Omeko Matete, j'étais à Centre de la Patience, Moumouana Djibou. Tu es épidémiologiste de terrain. Ton terrain, tu l'as fait où? À Omeko Matete. Oh non, à Kéchero ou à Ndoche. C'est pas ça les terrains, non. Dis-nous que tu étais dans les Sankourou, à Koli, dans la forêt équatoriale, tu as trouvé des situations, tu as fait la firode, etc. Ça convient au profil pour lesquels on te demande de faire le travail. Et ça vous permet la compréhension des rôles et surtout les responsabilités. Dire que ça, c'est le ressort du gouvernement. Ça, c'est le ressort du gouvernement. Le laboratoire, c'est la souveraineté du pays. C'est les échantillons, on ne partage pas la gloire avec un autre. C'est nous. Vous amenez, on fait, vous ne voulez pas, vous partez. On mourra, et quand ça échappe, ça va vous tuer. C'est ça qu'on leur dit. Et, ok, pour que ça ne pas avoir. Nous autres, on touchait des miettes. Jusqu'à aujourd'hui, on touche toujours nos miettes pénales. Et j'ai même ajouté d'autres miettes. Pourquoi? C'est la capacité d'indépendance. Et ça, c'est le leadership de votre, de votre organe, de votre composante ou de votre commission. Ça, c'est votre leadership. Ça dépend de vous. Au laboratoire, je me suis déployé le 2 août. Avec Oli, le ministre, etc. J'ai mis en place Bénis. Le prof Placide s'est déployé le 12 août. Il a mis en place Manguina avec Madame Nena. Madame Yvonne et Babi Mouyembe se sont déplacés le même 12 août. On a mis Goma. On avait les 3. Ensuite, l'épidémie a généré. J'ai mis Boutembo. Ça a dégénéré, je suis allé à Tchomia. Après Tchomia, j'ai fait Bounia. Après Bounia, j'ai mis en place Komanda et Kato. Ensuite, j'ai mis Mambasa. Et puis, Kassine, j'ai envoyé mes collègues. Biakato aussi, j'ai envoyé mes collègues. Tcho, et j'ai envoyé, moi je suis allé à Bukavu. Et puis, on a fait 13 laboratoires, etc. On les a gérés. À quel moment l'OMS sont venus me demander quoi? Les études, moi je les ai faites là où ils n'ont pas fait par vous. Je vais être impressionné par quoi? Le problème, c'est celui-là. Le leadership, c'est quelque chose de très important. Et il y a le leadership, il y a la cupidité, il y a l'argent. L'argent, on l'a toujours quand on a la chance de l'avoir. Quand tu travailles bien, ne t'en fais pas. Tu ne peux pas mourir pauvre. À l'époque, quand moi je faisais ma spécialisation, le prof Mouyembe me disait, quand il donnait des cours en spécialisation en postgraduate, il me disait toujours, faites-vous un nom. Vous aurez l'argent et l'argent vous suivra. Bon, à l'époque, on était jeunes. Non. Après, on a compris ce que c'est faire un nom. Des fois, si on t'appelle, non, docteur, on a une réunion à Genève, il faut que vous parliez, etc. Fin du cas, oui, Genève. Vous avez besoin de visa? Bon, non, j'en ai pas, j'en ai déjà. Oui, venez, on envoie les billets, tu pars. Vous avez fait un nom dans le travail que vous faites. Le travail, vous n'êtes pas obligé d'être chef. Souvent, c'est ça l'erreur que l'on commet. Par exemple, moi, je serai directeur, quand moi, je serai chef de labo, quand moi, je serai médecin directeur. Non. Si j'ai fait l'épidémie, j'étais directeur de rue.
J'étais simplement médecin virologue, c'est tout. J'ai fait mon épidémie, j'ai fait mon nom dans ce que j'ai fait, j'ai eu mon courage. Ça a marché. Après, les autres choses ont été données, comme la responsabilité de Goma m'a été donnée parce que j'avais déjà fait Béni. Tout le monde avait peur, tout le monde fuyait. J'étais le seul qui était resté. Alors le prof a dit, en tout cas, je ne trouve personne d'autre que lui. C'était une partie donnée, mais ça ne suffisait pas. Il fallait créer à partir de ce qu'on avait, voir ce qu'on a aujourd'hui. Mais avec le prof Hugo, on a travaillé, avec nos amis qui sont là, on a créé ça et aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des collègues qui viennent ici apprendre. En 5 ans, ces collègues seront des gens qui vont former d'autres collègues. C'est simplement ça. Et c'est pour ça que nous, par exemple, INRB Goma, on envoie nos collègues, qui est le docteur Michel, ils vont en spécialisation pour apprendre la virologie, la bactérie. 5 ans après, ils reviennent des spécialistes INRB Goma. Il y a des gens qui font l'épidémie à Nancy, en France, et d'autres qui sont au Japon. Quand ils reviennent, une équipe forte. Je ne vois pas en quoi est-ce que quelqu'un qui a fait la biologie comme moi va venir me menacer. Il va me menacer par rapport à quoi? Il va venir, il va faire le travail qu'on a l'habitude de faire. Je leur disais à eux, si vous voulez évoluer, apprenez les choses aux gens, vous serez libre. Au début, peut-être d'autres ne comprenaient pas. Maintenant, quand les COP venaient, j'ai dit, ok, les COP tel est venu pour tel pays. Bon, comme toi, tu connais tout seul, et que tu es indispensable, on ne peut pas te remplacer. Tu ne vas pas voyager. Comme lui là, lui ne connaît pas grand-chose, etc. Lui part. Ah non, mais j'ai dit, mais non. Si tu pars, les labos vont mourir, tu dois rester. Alors, ils ont commencé à comprendre, n'est-ce pas, Jérémy? Ils ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à comprendre. Et désormais, ils apprennent aux gens. Quand vous venez, on vous apprend vite, on vous bombarde. Ils vous apprennent tout. Maintenant, lui, il supervise. Après, non, chef, oh non, et tout ça, j'ai reçu invitation. Il part en Belgique. J'ai dit, oui, combien? 2 semaines. Ça va tenir là-bas. Non, tel effort. Il va gérer. Effectivement, il n'est pas là. Ça se passe bien. On a telle question, on peut poser, il est joignable, etc. Et ça fait que les gens partent, ils voyagent, ils font des missions de terrain, ils vont en réunion. Ça les épanouit. Donc, quand tu vas dire, bon, c'est pas pour les vanter, les gens de INRB Goma, quand tu vas leur dire, bon, voyager à l'étranger, tout ça, ça ne leur dit rien. Ils partent, ils reviennent, ils ont vu, il n'y a rien. Ils travaillent ici, ils ont des miettes, mais ils ont un travail, ils ont une considération. Ils font des travaux, ils font des recherches. Vous voyez qu'il y a des cours, ils viennent participer, ils apprennent aussi, ils demandent est-ce qu'on peut aussi participer à ces cours, on ne connaît pas. Ils apprennent, c'est une expertise. Vous aussi, dans vos institutions respectives, apprenez, quand vous avez apprenez aux autres. Vous ne pouvez pas vous imaginer la richesse et le bonheur que vous avez quand vous apprenez aux autres. J'ai donné ce cours, je ne l'avais pas donné sous ce format. La notion d'urgence a été ajoutée dans le cours qui m'a été présenté. J'ai dû refaire le cours pour la notion d'urgence. Mais maintenant, quand je vous parle, les détails viennent de ce que j'ai fait, ça devient une expérience parce que c'est un vécu et je partage avec vous. Après, vous aussi, 2 ans, 3 ans, vous allez partager avec les autres, on aura un réseau de gens. Et je sais, ah non, on a les masters, ceci et cela. Quand il y a tel type d'études, c'est ça que le prof Aouk a commencé à faire depuis 2013. Il est arrivé, on a le cours de laboratoire de FLTP. C'est prof Aouk et moi qui donnions à l'école de santé publique à Kinshasa. Alors, quand il fallait aller sur le terrain, ah non, on déploie les FLTP. Ça correspond à peu près à ce qu'ils doivent faire. Épidémie de tel, on envoie tel FLTP. À épidémie de tel FLTP nous accompagne. Jusqu'au riposte qu'on a eu ici. Il y a toujours des FLTP qui viennent, etc. Et puis on travaille avec eux, les mémoires, etc. Et puis on fait des publications. Et ça fait que quand on a des activités de terrain, on connaît déjà notre FLTP. Ah, lui peut venir. Et d'autres sont même à l'étranger maintenant, ils sont devenus des experts. Ça, c'est la force de mettre en place un réseau. Mais maintenant, si moi je me mets à craindre que si je vous enseigne des choses correctement, vous allez me dépasser, vous allez me remplacer, me renverser. Mon professeur de cardiologie me disait que je ne suis pas bousculable par vous. Là, on était étudiant en G3. Il nous a dit, les jours... Non, c'est Mbouyamba. Mbouyamba me disait, dis, vous là, quand vous là, vous deviendrez des médecins, il vous faut devenir spécialiste, cardiologue comme moi. Et même si vous devenez cardiologue comme moi, il faut devenir hypertensiologue, hyper spécialiste comme moi. Et si vous osez devenir hypertensiologue comme moi, il faut devenir professeur agrégé. Et si vous osez devenir agrégé, il faut devenir professeur ordinaire comme moi.
Et même si vous devenez professeur ordinaire, il faut avoir plus de 150 publications comme moi. Et si vous osez avoir 150 publications, je serai déjà mort. Voilà. Votre plan de riposte doit être participatif et inclusif. Ce n'est pas seulement un mot réservé aux politiciens, un accord global et inclusif. Non. Participatif. Ça veut dire quoi? Vous devez laisser parler les gens. Vous avez convoqué une réunion, vous-même vous mettez à parler de tout. Virologie, vous parlez. Épidémie, vous parlez. Biologie, vous parlez. Maths, vous parlez. Politique. Les autres, vous les avez invités pourquoi? Participatif, ça signifie que non. Crec. Dans ce genre de cas, quels sont les messages que l'on peut formuler? Un secrétaire note. Nous pensons qu'il faudra. Oui, ok. Psychosocial, pour les gens qui sont traumatisés, quelle est la meilleure approche? On fait les plans. Les médecins, les épidémios, les labos, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse? Vous écoutez tout le monde, etc. Après tout ça, on vous dit, mais non, il n'y a pas de protection civile. Ah oui, c'est vrai, ils servent à quoi? Non, l'affaire de protection civile, ils sont dans la communauté, ils dépendent du ministère de l'Intérieur, ils sont dans les rapportages, etc. Beaucoup de volontaires. Ah, on n'avait pas de volontaires, ils peuvent nous aider, d'accord. Est-ce qu'il faut faire intervenir les étudiants des universités? Oui, effectivement. Et ils sont dans la communauté, ils ont la possibilité, voilà, inclusif. Et puis enfin, leadership stratégique et choix des acteurs. Ça, c'est le pays. Quand le pays n'a pas ça, on vous impose ça. C'est ça le problème. Tu n'as pas, on t'impose. Tu n'as pas, on va t'imposer. Tu en as, personne ne va t'imposer quelque chose. Il faut en avoir. Vous avez quelqu'un comme Kitenge, il a fait des épidémies, etc. Il a une expérience. John Combe, ils ont fait l'expérience. Faites une conférence organisée qui vient nous parler de tel et tel chez moi ici. Maintenant, il y a le docteur Zawadi qui m'a accompagné en Belgique. Elle a vu quand j'ai parlé qui était dans la salle. Les gens sont venus écouter parce qu'ils vous connaissent. Et ça, c'est le leadership stratégique. Choisir des personnes qu'il faut comme le pauvre Mouyemba a été choisi pour les ripostes, etc. C'était la personne qu'il fallait. On l'a choisi, il y avait raison. En politique, il y a des soucis, etc. Choisissez la personne qu'il faut. Dans le domaine de ceci, mettez IGF là-bas, il arrête les gens, il en fait un peu de trop, mais au moins les voleurs, on les connaît par leur nom. Avec poste et nom, prénom et montant détourné, même si on ne les arrête pas, au moins on connaît. Auparavant, ça n'existait pas. C'est important. Et c'est ici que vous avez la collaboration interagence. L'OMS vient, MSF, à Lima, vous les coordonnez là-bas. Et puis, vous avez la coordination sectorielle dans chaque secteur. Ça veut dire ceux qui travaillent dans la prise en charge, ceux qui travaillent dans la PCI, dans les laboratoires, dans les déminages, dans les enfants vulnérables, les personnes vulnérables. Vous coordonnez tout cela, il faut corriger. Et comment est-ce que vous allez organiser? Hein? En chinois, on dit UJB Femme. Ça veut dire trop de biens tue les biens. Vous avez plusieurs agences qui sont déployées, un peu comme lors de la 10e épidémie. Ça devient un autre pays. Voilà. Ça sera ça, votre TP. Pour les 6 groupes. Le premier groupe va nous dire comment est-ce que on a organisé la vaccination pendant la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola. D'accord? L'expérience, il y avait l'INRB, le PEV. Donc, vous verrez le professeur Hugo de l'INRB, docteur Stéphane. Toute la riposte, comment est-ce que ça a été organisé, comment est-ce que c'était fait, etc. Vous répartissez. Deuxième groupe, comment est-ce que la gestion des points d'entrée et des points de contrôle pendant la 10e épidémie. Vous allez voir le PNHF et vous pouvez aussi voir l'OIM. Ceux qui ont géré, vous nous expliquez la réponse tout entière, comment ils ont fait, rapportage des données, capture, comment est-ce qu'ils présentaient, les défis, les difficultés, avec tous les détails. Le troisième groupe, vous allez voir Dr Matata ou une autre personne, comment est-ce qu'on gère un centre de traitement Covid. Donc vous avez compris qu'on était dans la vaccination, dans le point d'entrée. Là, on est dans la prise en charge. J'ai voulu varier que ça ne soit pas toujours Ebola. Gestion d'un centre de traitement Covid. Le quatrième groupe, vous verrez la DPS avec Bouyana Désiré et autres. Comment est-ce que, par exemple, on fait la prise en charge psychosociale des sinistrés, d'accord?
de la guerre de Kanyaruchinya. Donc vous irez sur place, voir comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on parle, quels sont les messages clés, comment est-ce qu'on fait ce suivi au quotidien. Comme ça fait guerre, ça fait urgence, ça fait épidémie. 5e, plan de communication des risques et engagement communautaire. Donc le plan de la CREC pour la vaccination contre la COVID-19. J'ai choisi ça parce que, c'est ça, effectivement, parce que les vaccins, beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions autour de ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ces plans pour communiquer? Et comment est-ce qu'on a communiqué, on a réussi à faire pour convaincre les messages de l'organisation de toute cette activité, etc. Et puis, le dernier, en hommage à mon ami Fé Makundi, vous allez nous expliquer comment est-ce que pendant l'éruption volcanique de 2021, la cellule d'urgence qui était gérée au niveau du gouvernement, d'accord, comment est-ce qu'elle a fonctionné avec les partenaires pour mettre en place la riposte et la coordination des activités de l'éruption volcanique. 6 jolies thématiques, très développées, très détaillées, vous venez vous présenter. Je ne sais pas, vous ferez des groupes de combien, vous pouvez vous répartir, comme ça chacun donne une partie. Et maintenant, on va avoir des échanges pour essayer de vous faire voir la réflexion, d'accord, d'un épidémie sur chaque aspect. On vous dira, ici vous avez manqué ça, pourquoi vous n'avez pas évoqué tel aspect, tel aspect, tel aspect. On enrichit votre travail et ce sera un travail imprimé, c'est ça que l'on gardera. En principe, pour moi, les jours de l'examen, je poserai des questions semblables à ceci. Ça peut être ceci, ça peut être d'autres, mais des questions où vous pouvez nous donner des points clés. Par exemple, organiser une réponse face à la peste. La peste, c'est une maladie qui se transmet comme ceci et cela. Dans une zone où il n'y a pas de guerre, mais il y a un glissement des terrains. Je mettrai des éléments comme ça pour vous permettre d'exploiter des éléments, de réfléchir en adulte et en praticien. Comment est-ce que vous mettez en place votre plan de riposte et comment est-ce que vous organisez par exemple les laboratoires, comment est-ce que vous gérez des échantillons, des choses très pratiques. Et c'est ça que vous ferez dans la vie. Et vous pouvez vous renseigner auprès des docteurs, ça peut être individuel, pour voir le format de l'examen qui est permis par l'école. Et en fonction de ça, on va s'adapter. Mais pour moi, mon cours, mon examen, ça sera sous ce format-là. Rien de compliqué. Vos questions? Oui, s'il vous plaît.